Darrell Brooks, né le 21 février 1982 dans la ville de Milwaukee, plus connu sous le nom de rappeur Mass Boy Fly, est un homme qui a commis tout un tas d'atrocités tout au long de sa vie. Sa jeunesse est enveloppée de mystères, on ne sait pas grand chose concernant celle-ci, mais ce qui est désormais largement connu aux yeux du public, et ce qui a d'ailleurs choqué plus d'une personne, c'est son long parcours judiciaire remontant à l'année 1999, marquant ainsi le début d'une vie tumultueuse et remplie de violence. Année après année, Darrell a eu des problèmes avec la loi dans 3 États différents, révélant ainsi son attrait persistant à l'illégalité et à la confrontation avec les autorités. En 1999, à peine âgé de 18 ans, le jeune homme a été accusé de batterie grave dans le comté de Milwaukee, inaugurant ainsi son parcours dans le monde des actes violents qui allait marquer son passage à l'âge adulte. Pour la petite précision, une accusation de batterie grave est une accusation criminelle portée contre quelqu'un pour avoir causé des blessures graves à une autre personne à la suite d'une altercation physique. La batterie grave implique généralement des dommages corporels graves, tels que des fractures, des liaisons internes, des mutilations ou d'autres blessures graves qui peuvent entraîner des conséquences à long terme pour la victime. Les accusations de batterie grave peuvent varier en gravité selon la juridiction et les lois locales, mais elles sont généralement considérées comme des crimes graves passibles de peines sévères, y compris des peines d'emprisonnement. L'année suivante, Darrell a plaidé coupable à cette charge et a écopé de 3 ans de probation, assorti de 6 mois de détention à la chambre de correction à Franklin, un établissement censé favoriser la réhabilitation et la réintégration sociale des délinquants, mais qui n'a apparemment pas eu l'effet escompté sur Darrell, qui a continué encore et encore, année après année, à enfreindre la loi. Entre 2002 et 2003, il a été inculpé pour 2 autres délits mineurs, possession de marijuana et obstruction à la justice, toujours dans le comté de Milwaukee, recevant une peine légère de seulement 70 jours de détention à la chambre de correction. L'obstruction, un délit général englobant divers actes tels que la parjure, la falsification de preuves ou encore la subordination de témoins, témoigne de la diversité des activités criminelles auxquelles le jeune homme s'est adonné, révélant ainsi une propension à manipuler et à compromettre le système judiciaire pour ses propres intérêts. En 2005, une autre accusation d'obstruction, cette fois dans le comté de Manitowoc dans le Wisconsin, a entraîné un mandat d'arrêt après que Darrell ait omis de se présenter au tribunal, révélant un mépris flagrant pour les responsabilités légales et une volonté toujours persistante de se soustraire à la justice. En 2006, le jeune homme a été reconnu coupable d'attouchement sur une mineure de 15 ans à Sparks dans le Nevada, le contraignant à une probation et à un enregistrement en tant que délinquant sexuel. Une condamnation qui a ajouté une dimension encore plus sombre à son profil criminel, déjà bien chargé pour son jeune âge. Dans une lettre adressée au juge, Darrell a partagé des détails sur son passé, évoquant une enfance sans père et des problèmes de santé mentale à l'adolescence, bien que ces affirmations restent toujours non confirmées à ce jour. Son témoignage dans le documentaire Crystal Darkness en 2007, alors qu'il purgeait une peine de prison à Reno dans le Nevada, mettait en lumière son expérience à l'addiction à la méthamphétamine, déclarant que la drogue avait largement altéré sa perception de lui-même, illustrant ainsi les ravages de la toxicomanie sur sa vie et sur ses choix. De retour au Wisconsin en 2009 après 4 ans d'absence judiciaire, Darrell a plaidé sans contestation pour l'affaire d'obstruction de 2005, écopant de 2 jours de prison, mais son retour à la violence s'est manifesté à peine 6 mois après sa libération, démontrant ainsi la persistance de ses tendances criminelles et de son mépris évident pour l'autorité. En 2010, il a de nouveau été accusé d'étranglement cette fois-ci, de blessures et de dommages criminels dans le comté de Wood, révélant ainsi une nouvelle facette de son comportement violent au cours d'une dispute passionnée avec une femme, soulignant ainsi la constance de son penchant pour la violence. En avril 2010, il a encore une fois plaidé sans contestation de l'accusation d'étranglement et a été reconnu coupable. Mais cette fois, il y avait un accord de plaidoyer en raison duquel les autres chefs d'accusation ont absolument tous été rejetés. De ce fait, Darrell a été condamné à seulement
90 jours de prison avec libération de travail et 3 ans de probation. Donc à ce moment-là, afin de résumer grossièrement tout ce que je viens de vous dire, Darrell a déjà eu plusieurs accusations d'obstruction, une infraction sexuelle sur mineur, 2 accusations de violence et de possession de drogue, et il a failli assassiner une femme en l'étranglant, plus évidemment, j'imagine, toutes les choses qui sont passées entre les mailles du filet. Il n'y a donc clairement rien de bien à propos de cet homme, et il continue toujours à s'en tirer. C'est clairement indécent. Ce n'est pas normal qu'avec toute cette liste d'accusations, l'homme soit toujours libéré et qu'il n'ait même pas passé plus de quelques années derrière les barreaux. C'est vraiment affligeant de voir tout ceci. Les autorités lui avaient infligé des peines indulgentes malgré son casier judiciaire long comme le bras. Pourtant, il était clair, au vu de ses crimes, qui ne cessaient de prendre de l'ampleur, qu'il était largement capable de commettre des crimes horribles à l'avenir, ce qu'il a malheureusement fait. Une nouvelle année est passée, puis surprise, waouh, personne ne s'y attendait. Darrell a été à nouveau impliqué dans des ennuis juridiques. Cette fois, il a été accusé de résistance à un officier dans le comté de Milwaukee lorsqu'il a tenté de fuir un arrêt de la circulation alors que les agents l'avaient appréhendé, soulignant son comportement imprudent et son mépris pour les règles de sécurité, comme le port de la ceinture alors qu'il mettait en danger sa propre vie et celle des autres. Au cours de cette arrestation, Darrell a démarré sa voiture et a commencé à conduire, mettant ainsi en danger la vie de l'officier qui craignait d'une part d'être écrasé, et illustrant également la témérité de Darrell, ainsi que son absence totale de respect pour l'autorité et les règles de conduite. Bon, cela dit, le fait qu'un homme comme lui ne respecte pas forcément le code de la route, franchement, est-ce que ça étonne quelqu'un ? En 2011, sa probation dans l'affaire d'étranglement a été révoquée, le condamnant ainsi à passer 11 mois en prison, et yes, une conséquence directe de son comportement violent et de son non-respect des conditions de sa probation. En 2012, l'homme maintenant âgé de 30 ans a plaidé coupable dans une affaire liée à un arrêt de circulation à Milwaukee, lui valant ainsi un retour à la chambre de correction avec une peine de 37 jours, démontrant ainsi la récurrence de son implication dans des infractions routières. Il a fallu 6 ans aux autorités pour découvrir que Darrell avait fourni une fausse adresse lors de son inscription en tant que délinquant sexuel au Nevada en 2006, un fait qui n'a été révélé qu'en 2012. C'est vraiment honteux, mettant ainsi en lumière clairement les lacunes dans la surveillance des délinquants sexuels et la suivi de leur activité. De même, il a fallu encore 4 années supplémentaires à la police de Sparks dans le Nevada pour arrêter le criminel pour non-conformité aux lois sur les délinquants sexuels alors qu'il n'était pas inscrit au registre depuis 2008, illustrant ainsi une nouvelle fois les retards et les failles dans le suivi des criminels pour les autorités. Une fois de plus, Darrell n'a pas comparu devant le tribunal après avoir été libéré sous caution dans cette affaire, entraînant ainsi un mandat d'arrêt contre lui, soulignant son mépris pour les procédures judiciaires et son désir de se soustraire de toutes les manières possibles et inimaginables à la justice, quitte à enfreindre une fois de plus les lois. C'est n'importe quoi et ce dernier est toujours laissé en liberté. Malgré ses multiples rencontres avec les forces de l'ordre de Wisconsin, il est étonnant de constater que les autorités n'avaient pas connaissance de son statut de délinquant sexuel enregistré, révélant encore une fois tous ces problèmes dans le partage d'informations entre les agences de l'État, de quoi mettre encore plus les résidents américains en colère contre ceux qui sont censés les protéger de tels criminels. En 2020, Darrell, maintenant âgé de 39 ans, a été accusé d'avoir tiré sur un parent et leur ami lors d'une dispute à Milwaukee, mais heureusement, personne n'a été blessé. L'homme a été inculpé de 2 chefs d'accusation de mise en danger et imprudence de la sécurité au 2e degré, et d'un chef d'accusation de possession illégale d'une arme à feu, démontrant ainsi la gravité de ses actions et son potentiel de causer des dommages graves. Malgré le profil violent et trouble de Darrell Brooks, le procureur dans l'affaire a recommandé une caution de 15 000 $. Mais son avocat, qui visiblement était un bon avocat, a plaidé pour une caution plus faible, ce qui a été accepté par le juge, malgré les antécédents violents de ce dernier qui ont commencé en 1999. Donc il y a tout de même, à ce moment-là de l'affaire, plus de 21 ans en arrière, ce n'est pas rien, 21 ans de vie criminelle,
Ce qui souligne encore une fois, pour le public témoin de sa dangerosité, les failles du système judiciaire dans l'évaluation des risques associés à la libération sous caution. C'est vraiment une honte. Quelques jours plus tard, sa caution à la base de 15 000 $ a été réduite à seulement 500 $. 500 $, ce n'est vraiment rien, ce qui est donc une caution ridicule compte tenu de ses antécédents violents et de son risque élevé de récidive. Peu de temps après, sans surprise, c'est pas vraiment comme si on s'attendait à ce que ce dernier se range subitement du côté de la loi, Darrell a été arrêté par la police d'Union City dans une autre affaire de violence domestique où un témoin a signalé avoir entendu l'homme agresser physiquement une femme dans une chambre d'hôtel. Le 2 novembre 2021, une femme a signalé à la police de Milwaukee que Darrell l'avait frappé et avait roulé sur sa jambe lors d'une dispute dans une station-service. L'homme, sans surprise, a de nouveau été arrêté et placé en détention dans le comté de Milwaukee, où ses antécédents criminels ont été vérifiés dans le cadre du processus d'admission à la prison, mais vous vous en doutez à présent, ses antécédents n'ont absolument pas contribué à ce qu'il soit enfin mis derrière les barreaux de manière définitive. De plus, et malheureusement, les informations et le rapport sur l'homme ne mentionnaient pas le mandat ouvert d'une durée de 1 an pour avoir manqué à une convocation au tribunal dans le Nevada et sa récente arrestation en Géorgie, soulignant encore une fois les défaillances de la coordination des informations entre les agences de l'État. Finalement, Darrell a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation, notamment de sceau de caution pour crime, de mise en danger imprudent de la sécurité au 2e degré, de résistance à un agent, de conduite désordonnée et de batterie grave, avec plusieurs évaluations de violences domestiques attachées aux accusations. Malgré la gravité de toutes ces accusations portées contre lui, la caution de Darrell n'a été que doublée, passant de 500 $ à seulement 1000 $, une décision qui semble inappropriée compte tenu de la nature violente et récidivante de tous ces crimes. C'est vraiment honteux de voir tout ceci et je n'imagine pas la colère que devaient ressentir toutes les personnes qui ont croisé son chemin et qui ont subi de la violence de la part de cet homme. C'est vraiment incompréhensible quand on voit que certaines personnes qui vont commettre quelques délits mineurs vont se prendre des années de prison sans possibilité de sortir de cette dite prison, et que des hommes comme Darrell Brooks, qui ont commis tout un tas d'infractions et de crimes, vont à chaque fois passer entre les mailles du filet, vont pouvoir réussir à sortir de prison, avoir des cautions, payer ces dernières puisque celles-ci sont extrêmement faibles, et pouvoir continuer à perpétrer des crimes et de semer la terreur partout où ils se trouvent. C'est honteux et lamentable de la part de cette justice américaine qui clairement, dans ce cas-là, n'a absolument pas réussi à protéger ses citoyens. Le 21 novembre 2021, selon les autorités policières, Darrell a été impliqué dans une perturbation domestique avant de se retrouver sur le parcours du défilé de Noël de Waukesha, un événement qui a tragiquement coûté la vie à 6 personnes et blessé plus de 60 autres personnes. Après avoir parcouru la longue et violente chronologie des actions de Darrell Brooks au cours des 2 dernières décennies, examinons en détail les événements tragiques de la journée de cette terrible attaque. Le 21 novembre 2021, à 16h39, Darrell Brooks a délibérément conduit son SUV, un Ford Escape rouge, à travers le défilé annuel de Noël à Waukesha dans le Wisconsin. Cette action a entraîné la mort de 6 personnes et en a blessé 62 autres, alors qu'il circulait à une 60aine de km/h dans l'avenue, de manière totalement délibérée. L'horreur de cette scène restera gravée dans la mémoire de nombreux témoins qui ont assisté à cette tragédie impensable. Les victimes décédées dans cet acte de violence inouïe sont les suivantes. Tamara Durand, une femme âgée de 52 ans, Virginia Sorenson, une grand-mère âgée de 79 ans, Liana Owen, âgée de 71 ans, Willem Bill Hospel, un papy âgé de 81 ans, et Jane Kulish, âgée de 52 ans. La 6e et dernière victime, un petit garçon nommé Jackson Sparks, âgé de seulement 8 ans, a succombé à ses blessures à l'hôpital, tandis que les 5 autres sont malheureusement décédés sur place.
Il est difficile de concevoir qu'une telle tragédie puisse être attribuée à une simple erreur ou à un état d'ébriété comme l'homme a tenté de le faire croire au début. L'ampleur de la violence de cet acte soulève des questions sur la préméditation du meurtre ou la possibilité qu'il s'agisse d'un homicide involontaire. Ces questions cruciales seront inévitablement abordées lors du procès à venir. Ce crime atroce a brisé la vie de 6 familles, transformant une soirée autrefois banale en une tragédie indescriptible. Et tout ceci parce que Darrell Brooks a choisi de délibérément conduire son véhicule dans la foule innocente, semant la mort, les blessures, ainsi que la destruction sur son passage. Les vidéos diffusées en direct par des témoins et les enregistrements capturés par d'autres participants ont témoigné de l'horreur de l'incident, qui a ensuite été partagé sur les réseaux sociaux. Selon les rapports, l'homme n'a pas ralenti et a même été décrit par un témoin comme étant calme et froid à l'intérieur de son véhicule, suggérant ainsi un acte délibéré. Les autorités ont également signalé que ce dernier avait conduit en zigzag pour maximiser les dommages ainsi que les victimes, prouvant une fois de plus que ce dernier n'était qu'un monstre rempli de haine qu'il déversait sur les autres. Avec pas moins de 76 accusations pesant contre lui dans cette affaire, il semblait clair qu'il n'y avait aucune issue possible pour ce dernier cette fois-ci, et tant mieux d'un côté, même si nous sommes beaucoup à être révoltés qu'il ait fallu attendre un tel drame pour qu'il soit enfin exclu de la société. Les motivations derrière cet acte restent obscures, bien que des rapports aient indiqué qu'il s'était disputé avec son ex-petite amie plus tôt dans la journée, laissant entendre que cette dispute aurait pu déclencher un accès de rage menant à cette attaque. Suite à l'incident, la communauté du Wisconsin s'est unie en soutien aux victimes, tandis que le reste des États-Unis a également exprimé sa grande solidarité. Des fonds considérables ont été collectés via GoFundMe et d'autres initiatives pour soutenir les victimes et leurs familles, témoignant ainsi de la compassion et de la solidarité face à cette tragédie sans précédent. Des gestes de générosité tels que l'installation de rampes pour fauteuils roulants dans les maisons des blessés ont été faits par des entrepreneurs locaux, offrant un soutien tangible à ceux qui en avaient le plus besoin. En mars 2022, une association de la ville avait recueilli plus de 6,2 millions de dollars pour les victimes de l'attaque, reflétant ainsi l'immense soutien et la solidarité qui ont émergé en réponse à cette terrible tragédie, alors que tant de personnes ont été touchées par la violence aveugle et cruelle qui a frappé leur communauté. Darrell Brooks a été inculpé d'une multitude de crimes, notamment 5 chefs d'accusation d'homicide intentionnel au premier degré pour son rôle présumé dans l'attaque survenue lors du défilé. Cette fois-ci, sa caution a été fixée à 5 millions de dollars, une somme qui reflète la gravité des accusations portées contre lui et le danger qu'il représente pour toute la société. Les autorités ont appris qu'un 6e décès était survenu en relation avec l'attaque, le petit garçon de 8 ans qui est mort un petit peu plus tard à l'hôpital, ce qui a conduit à l'ajout d'une autre accusation d'homicide à la liste des charges pesant sur Darrell, amplifiant ainsi la tragédie et la peine des familles touchées par cette dernière. Les enquêteurs du bureau du procureur du comté de Milwaukee ont rencontré la victime impliquée dans l'affaire de violence familiale et ont écouté les enregistrements des appels téléphoniques passés depuis la prison. Elle a été sollicitée pour identifier les voix entendues dans les enregistrements et elle a identifié la sienne ainsi que celle de Darrell, fournissant alors des éléments supplémentaires à l'enquête. Dans une déclaration poignante aux journalistes, la mère de ce dernier a exprimé ses condoléances aux victimes de la tragédie du défilé et a révélé que son fils souffrait de problèmes de santé mentale depuis longtemps. Ces paroles soulignant la complexité de la situation et la nécessité d'une attention accrue aux problèmes de santé mentale dans la société, et a déclaré ceci. Darrell souffre de problèmes de santé mentale depuis son plus jeune âge. Au cours de ces années, il a reçu des conseils et prenait des médicaments. Mais lorsqu'il est devenu adulte, une décision a subitement été prise selon laquelle il ne souffrait plus de maladie mentale. Cette décision ne lui a laissé aucune assurance ni moyens financiers pour payer ses médicaments, et au lieu d'offrir de l'aide et de ressources pour lutter contre le problème, une cellule de prison lui a été donnée. Encore et encore. Lorsque la maladie mentale n'est pas traitée correctement, la personne devient de plus en plus malade. Celle-ci ne disparaît pas une fois qu'une personne devient adulte. Darrell a ensuite été inculpé d'intimidation de témoins dans le comté de Milwaukee en relation avec l'affaire de violence domestique. En juin 2022, il a tenté de modifier son plaidoyer dans l'affaire de l'attaque du défilé,
passant de coupable à non coupable en invoquant une maladie mentale. La juge Jennifer Dorough, du comté de Waukesha, a rejeté 2 motions de la défense visant à rejeter l'affaire, arguant d'une perquisition jugée inappropriée de la cellule de prison de Darrell en juillet, ainsi que de la suppression des déclarations qu'il a faites aux enquêteurs en novembre 2021. Par la suite, l'homme a renoncé à sa défense de folie dans l'affaire, remettant en question la validité des évaluations psychiatriques ordonnées par le tribunal, qui semblait ne pas soutenir ces allégations. Si vous pensiez que le parcours de Darrell était déjà parsemé d'étrangetés et de choses plus choquantes les unes que les autres, attendez de découvrir les rebondissements survenus lors de son procès. Les détails juridiques qui émergent ajoutent une couche supplémentaire à cette saga déjà bien complexe. Le 14 janvier 2022, lors d'une audience préliminaire présidée par le commissaire à la cour de Waukesha, Kevin Costello, la décision a été prise de juger Darrell Brooks. Les preuves présentées semblaient accablantes, comme en témoignait même le détective de la police de Waukesha, Thomas Casey, qui a déclaré que lui-même et d'autres agents avaient ordonné à l'homme de s'arrêter en vain. Darrell, de manière complètement délibérée, a continué à zigzaguer avec son véhicule, cherchant apparemment à écraser délibérément des piétons. Il est évident qu'il avait une intention meurtrière. Ce n'était pas un simple accident, mais un acte prémédité. Dans de tels cas où une voiture est utilisée comme une arme, la défense tente souvent d'invoquer l'alcool ou les drogues. L'avocate de la défense de l'accusé, Anna Kiss, a avancé l'argument selon lequel Darrell était sous l'influence de substances pendant l'incident. Elle a soutenu que les agents qui l'ont arrêté ont remarqué une odeur de cannabis et des yeux rouges ainsi que vitreux. De plus, elle a affirmé que cet acte n'était pas intentionnel, argumentant que son client n'avait pas pu supporter de regarder les photos des victimes. Bah voilà, on est à 2 doigts de le plaindre. Cependant, cette tentative d'excuse a été, heureusement, contestée par la procureure de district Susan Hopper, qui a souligné que Darrell aurait simplement pu arrêter son véhicule et que, même s'il était sous l'influence de drogue, il restait responsable de ses actes. Le 11 février 2022, l'homme a plaidé non coupable à toutes les accusations. L'avocat de la défense, Jeremy Perry, a tenté de jouer la carte de la partialité lors du procès en déposant 2 requêtes. Dans l'une, il a demandé un changement de lieu pour le procès, arguant que Darrell ne pourrait pas bénéficier d'un procès équitable à Waukesha, où le deuil était omniprésent, citant notamment le mouvement Solidarité Waukesha Strong. La deuxième motion visait à changer de juge sans fournir de raisons spécifiques. Bien que la première requête ait été rejetée, la deuxième a été acceptée et l'affaire de Darrell a donc été confiée à la juge en chef Jennifer Dorough. Le procès de ce dernier a été fixé au 3 octobre 2022 devant le tribunal du circuit du comté de Waukesha. C'est alors que les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Lors d'une audience préparatoire au procès, Darrell Brooks a demandé à se représenter lui-même, une demande qui a été acceptée par le juge Dorough qui a permis à ses 2 avocats de pouvoir se retirer de l'affaire. Désormais, l'accusé se retrouvait sans avocat et devait se défendre seul devant le tribunal. Au cours du procès, l'accusé a utilisé des arguments du mouvement des citoyens souverains, une approche légale qui prétend que les tribunaux n'ont pas compétence sur les individus qui ne consentent pas à leur autorité. L'homme s'est même déclaré citoyen souverain, refusant d'être reconnu par son nom et affirmant que puisque l'État du Wisconsin était une entité, il ne pouvait pas être poursuivi. Ça n'a aucun sens. Cependant, le juge Dorough a rapidement rejeté cette défense, évidemment, la jugeant complètement sans fondement. Non content de cette tentative, Darrell a été exclu de la salle d'audience à plusieurs reprises pour non-respect du décorum. Il a interrompu les procédures à plusieurs reprises et a même parlé et fixé le juge du regard pendant le déroulement du procès, ce qui a été considéré nettement comme un manque de respect. En raison de son comportement répété et de sa non-conformité aux règles de la cour, Darrell a perdu le droit de convoquer d'autres témoins, y compris sa mère, lors des audiences du 24 octobre 2022. Le juge Dorough a statué que l'accusé avait renoncé à ce droit et a déclaré la phase de présentation des preuves terminée. Les plaidoiries finales du procès de Darrell Brooks ont débuté le 25 octobre, tandis que les délibérations du jury ont également commencé ce jour-là. Le 26 octobre, le jury a pris 3 heures et 15 minutes pour délibérer,
et le verdict est enfin tombé. Darrell Brooks a été reconnu coupable des 76 chefs d'accusation portés contre lui, dont 6 chefs d'accusation d'homicide intentionnel au premier degré. La clarté de l'intention criminelle de Darrell était indéniable pour le jury. Il n'a pas hésité, continuant sa course folle qui a coûté la vie à 6 personnes et en a blessé 62 autres. Pour une fois, la justice n'a pas vacillé. Après presque 20 ans à lui faire des allers-retours en prison, il était enfin temps que la justice fasse son travail. Le 16 novembre 2022, Darrell Brooks a été condamné à 6 peines consécutives de réclusion à perpétuité, ainsi qu'à 1067 années supplémentaires de prison pour ce crime odieux lors du défilé de Noël de Waukesha. Cette sentence implacable signifie que l'homme ne connaîtra plus jamais la liberté sur cette terre, et c'est la fin de sa série de crimes, de violences et de mensonges, et surtout, la fin de la tragédie qu'il aurait pu causer à l'avenir. Malgré l'étrangeté et l'incroyable nature du procès, marqué par les comportements erratiques de Darrell Brooks et ses tentatives pour se représenter lui-même, la sentence a été claire et rapide. En refusant l'assistance d'avocats de la défense, l'accusé a peut-être scellé son propre destin. Sa volonté d'auto-représentation a conduit à une conclusion rapide du procès, sans personne pour plaider sa cause, et peut-être alléger sa peine. Et on ne va pas s'en plaindre, parce qu'il ne méritait rien d'autre, ni d'être défendu pour ses actes, ni d'avoir une peine moins lourde. Darrell méritait d'être derrière les barreaux sans libération conditionnelle depuis déjà bien trop d'années, la justice est en partie responsable, elle aussi, qu'un tel drame ait pu se produire lors de ce défilé de Noël. Si elle avait fait son travail correctement, lorsqu'il était encore temps, 6 vies auraient pu être épargnées, sans compter les 62 blessés, dont ceux restés handicapés encore à ce jour, perdant la motricité de leurs jambes pour certains. Je rappelle, par ailleurs, que les États-Unis, ce n'est pas la France. Les assurances ne sont pas les mêmes, ni les aides, et j'imagine que certains ont, en plus d'avoir perdu la possibilité de marcher, de courir, ont perdu bien plus que ça. Probablement leur maison, leur travail, tout ce qu'ils ont mis tant d'années à construire. Darrell ne mérite ni pardon, ni soutien, ni oubli de la part de la société pour toutes les atrocités, connues ou non, qu'il a pu commettre dans sa vie. Et c'est de cette manière que s'arrête cette affaire. J'espère qu'elle était encore inconnue pour vous et que, comme moi, celle-ci vous a révolté contre cette justice qui n'a clairement pas fait son travail. Darrell aurait dû être enfermé depuis bien longtemps, que ce soit en prison ou dans un hôpital psychiatrique si ce dernier était réellement malade, mais sa place n'était pas parmi la société, n'était pas parmi tous ces gens qui ne méritaient pas de vivre un tel cauchemar de la part de cet homme. Pour cette affaire, nous ne voyageons pas très loin étant donné que nous restons en France. Il se peut que vous ayez déjà entendu parler de cette affaire, mais j'avais quand même très envie de la faire sur notre chaîne. Je vous parle ici de Sophie Lyonnais. Elle est née le 7 janvier 1996 à Troyes, dans le nord-est de la France. Sophie était la fille de Patrick Lyonnais et de Catherine de Valognes. Ses parents étaient divorcés et elle vivait avec son beau-père et sa maman. Sophie avait plusieurs centres d'intérêt, d'après ce que j'ai vu. Elle aimait notamment les chevaux, mais aussi les jeux vidéo et le cinéma. Il faut savoir qu'elle a été décrite comme une personne très altruiste, préoccupée par les autres, les animaux également, mais aussi les enfants. D'ailleurs, ses amis et les proches qu'elle avait autour d'elle disaient que c'était une personne assez introvertie, qui n'osait pas dire non et qui avait vraiment le cœur sur la main. Je vous le dis ici, mais vous allez voir que ce sera très utile pour la suite. Beaucoup la définissaient comme une personne assez timide, mais aussi naïve. Sophie a étudié l'éducation de la petite enfance dans le but de pouvoir justement accompagner les enfants. Malheureusement, elle a eu du mal à trouver un emploi dans sa région. Et un jour, un ami à elle lui a fait une offre d'emploi. Celui-ci se trouvait en Angleterre, à Londres, et Sophie aurait dû garder des enfants. Elle a commencé par se poser des questions. Est-ce qu'elle allait vraiment y aller? Elle hésitait finalement. Pourquoi est-ce qu'elle partirait de la France? Et puis elle s'est dit que si elle ne trouvait pas d'offre d'emploi dans son pays, elle irait bel et bien en Angleterre.
Au bout du compte, elle s'est dit que c'était une très grande opportunité. Premièrement professionnelle, mais aussi pour développer son anglais. Effectivement, en partant en Angleterre, elle allait apprendre, ou du moins continuer à développer un autre langage. Le 31 décembre 2015, juste avant de partir pour Londres, Sophie a dit à sa cousine qu'elle était fière d'avoir osé effectuer ce changement dans sa vie. Comme je vous l'ai dit, c'était quelqu'un de très introverti. Par conséquent, c'est vrai que c'était un gros challenge. En 2016, au mois de janvier, Sophie a 20 ans et elle arrive à Londres. Elle pensait qu'elle allait vivre une des meilleures expériences de sa vie et pourtant, à travers ce récit, vous allez vous rendre compte qu'elle a vécu un véritable enfer. À partir de là, je reste beaucoup sur mes notes pour ne pas me mélanger les pinceaux parce que vous allez voir que les faits sont très troublants. Sophie a donc été embauchée par un couple de nationalité française et d'origine algérienne. Sabrina, la mère des enfants, avait 35 ans au moment des faits, en 2016. Elle était maquilleuse mais aussi créatrice de mode, très réputée. C'était une femme très ambitieuse qui était, elle, arrivée à Londres quelques temps avant, en 2004. Elle était arrivée en tant que nounou et pour gagner sa vie, elle avait fait plein de petits boulots, ce qui lui a permis de pouvoir rester à Londres, mais surtout de se faire un nom, parce que ce qu'elle voulait vraiment était travailler dans la mode. Sabrina était une maquilleuse et styliste très célèbre et elle a pu côtoyer des très grands artistes. Elle a été invitée à des événements et d'ailleurs elle avait un petit ami, un musicien, Mark Walton, avec qui elle a eu une relation rythmée par beaucoup de hauts et beaucoup de bas. C'était une relation tumultueuse. Sabrina a commencé à vraiment aimer ce cadre de vie, porter des bijoux un peu plus chers, des vêtements de luxe et vraiment avoir un train de vie assez classe. Mark et elle ont eu un enfant et se sont malheureusement séparés en 2013. À partir de là, Sabrina a commencé à être obsédée par Mark, par la vie de son ex finalement. Elle se demandait pourquoi il était parti et surtout Mark gagnait beaucoup d'argent. Et c'est quelque chose que Sabrina aurait aimé aussi. Elle aurait aimé rester avec lui et pouvoir profiter de cette fortune. Mark a continué à payer le loyer de leur maison, même s'il n'était plus là. Et puis un jour, il a arrêté. Et Sabrina n'a pas du tout apprécié ça. À partir de là, d'après ce que j'ai lu, elle aurait eu l'intention de se venger de lui. Je sais que vous vous demandez peut-être pourquoi je ne vous parle pas de Sophie là tout de suite, mais écoutez cette histoire entièrement. Sabrina refait sa vie avec un homme qui s'appelle Wissem Medouni, ou Sam comme il a été appelé, on va d'ailleurs l'appeler Sam pour cette vidéo. Il avait 40 ans et il venait de l'université de Paris et c'est quelqu'un qui travaillait comme un analyste financier dans une banque. Donc Sabrina était quand même très ravie parce qu'il gagnait très bien sa vie. Il faut savoir qu'elle l'avait rencontré en 2001 pour la première fois. Elle n'avait que 18 ans et en 2013, dès qu'elle a rompu avec Mark, elle a décidé de vivre avec Sam. Ils ont donc loué une maison à Southfield. Et ensemble, ils ont eu une fille. Selon les voisins, selon les amis du couple d'ailleurs, c'était un couple qui était vraiment très glamour, c'est le mot que je voulais vraiment vous dire, et c'était un couple qui montrait qu'ils avaient de l'argent. Sam travaillait dans une banque française qui était à Londres, et d'ailleurs Sabrina y était aussi, mais elle a vraiment épuisé tout le monde, donc elle s'est faite licencier. De son côté, lui, il a investi de l'argent qui lui restait dans de l'immobilier à Paris, et ça leur a permis d'avoir des sources de revenus et de quoi continuer à vivre. Mais Sabrina voulait plus d'argent, toujours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous reteniez pour cette vidéo. Pour terminer avec ce couple, c'est vrai que j'ai lu aussi plusieurs fois qu'ils avaient un quotidien qui n'était pas simple. Sabrina criait beaucoup, j'ai aussi entendu parler de coups qui auraient pu être portés. Ce n'était pas du tout une relation saine au bout d'un moment. D'ailleurs, dès que la situation devenait tendue à la maison, et c'était assez quotidien, j'ai envie de dire, Sam allait faire des tours, il allait marcher, et dès qu'il revenait, il restait avec elle. Certainement parce qu'il était fou d'elle. Sabrina était obsédée par Mark, même quand elle était avec Sam, donc son ex. Elle disait à Sam qu'il avait eu des relations absolument horribles et agressives, voire sexuelles avec leurs enfants, mais aussi qu'il utilisait de la magie noire pour les espionner, et garder cette information en tête. Sam a fini par y croire, et ils sont tous les deux allés voir la police pour signaler finalement tout ce qui a été dit. Il y a eu plus de 30 signalements, et tous les signalements ont été classés comme infondés. Mais Sabrina continuait de penser que Mark les espionnait. Et Sophie allait donc arriver dans cette famille avec ce couple composé d'une femme qui ne pense qu'à son ex
et d'un homme qui semble, j'ai envie de dire, piégé dans cette relation, mais pas trop. Il était quand même assez ok avec Sabrina. Vous vous en doutez, Sophie, en arrivant dans ce foyer, ne se doutait pas une seconde de ce qu'elle allait vivre. Sophie arrive donc dans cette maison dans le sud-ouest de Londres. Son travail était très simple, s'occuper de 2 enfants, le plus âgé de 6 ans et le plus jeune de 3 ans. Selon ce qu'elle disait, les enfants étaient très calmes et ils adoraient beaucoup jouer avec elle. En fait, ils ne lui donnaient pas beaucoup de travail. Elle a d'ailleurs assez rapidement vu que le couple qui gérait justement son contrat était assez artistique, aimait beaucoup la finance, la musique, etc. C'était un couple aisé. Sabrina, au tout début, était très détendue. Elle adorait parler à Sophie de toutes les relations qu'elle avait pu avoir. Elle était toujours très bien habillée, tirée à 4 épingles, mais Sam commençait à être un peu le contraire. C'est vrai qu'on ne le voyait pas beaucoup parler, on ne le voyait pas beaucoup sourire non plus, et peut-être que c'était des signes avant-coureurs de ce qui allait se produire. Au cours de la première année avec Sophie, donc 2016-2017, tout semble bien se dérouler. Sophie semble très heureuse, on a d'ailleurs pu voir des photos où elle souriait, et même une petite vidéo que je vous laisse regarder. I am, and sometimes we're going to change. This is the person who is doing the video with me, and this is me who makes the videos and does the videos. So I will see you next time, and see you in the future. Brush your hair. I'll see you when I see you. Mais en parallèle, les personnes qui habitaient autour de cette maison ont dit qu'ils n'avaient jamais vu Sophie avec quelqu'un d'autre. Et il faut savoir que les babysitters, dans cette rue principalement, se retrouvaient le week-end pour aller manger ensemble, pour aller faire des tours. Elles étaient ensemble finalement, elles avaient une vie sociable. Mais Sophie, elle, restait toujours de son côté. Elle était soit avec le couple, soit avec les enfants. Est-ce que c'était de son plein gré ou non? On va creuser ça ensemble, mais je rappelle que c'est quelqu'un d'introverti et que ça peut donc expliquer qu'elle voulait rester de son côté. Nous passons en 2017. Nous sommes au printemps et Sabrina repense à Mark. Mark, lui, il faut en parler. Il était parti vivre à Los Angeles, il était plus du tout en Angleterre, il était évidemment riche, il avait beaucoup d'argent. Sabrina non, et c'était quelque chose qui l'énervait et elle a commencé à faire payer cette frustration à Sophie. Tout d'abord, nous avons eu des cris. Sabrina criait beaucoup sur Sophie. Un jour parce qu'elle cassait un verre, une fois parce qu'elle n'avait pas fait le petit déjeuner à l'heure, ou alors parce qu'elle n'était pas arrivée à temps pour le dîner. Sabrina, lui, en mettait plein la tronche et Sophie baissait toujours la tête. Elle pleurait, elle remontait dans sa chambre, mais elle ne disait rien. Et puis, les jours passent. Et ce que Sabrina commençait à faire devenait de plus en plus grave. Par exemple, une fois, Sabrina a perdu un objet de valeur. Et elle a accusé Sophie. À partir de là, les cris se sont transformés en claques. Et puis, on a aussi entendu que Sabrina tirait les cheveux de Sophie, qu'elle la traînait par terre, des choses vraiment horribles. Mais encore une fois, Sophie ne réagissait pas. Elle allait simplement dans sa chambre, pleurer. Elle avait de plus en plus peur de ce couple, évidemment plus de Sabrina qui n'arrivait pas à contrôler sa colère et qui s'en prenait principalement à elle. Après les cris, après les coups, sont venues des choses absolument plus horribles. Ils ont privé Sophie de nourriture. On la voyait perdre du poids semaine après semaine et d'ailleurs sur une des dernières photos que nous avons vues d'elle en vie, on la voit très amaigrie. Je vous laisse la regarder. À côté, il y avait un restaurant. Michael, le propriétaire, avait d'ailleurs pris la parole. Il disait « Quand elle est venue, je lui ai offert de la nourriture. Elle a mangé si vite que je ne savais même pas si elle avait faim ou si elle était pressée de retourner au travail. Elle portait toujours le même t-shirt et le même pantalon. Et elle semblait ne pas s'être coiffée les cheveux depuis un moment. » On est donc loin des sourires et des moments vraiment heureux qui se déroulaient en 2016. Un petit peu plus tard, les choses s'empirent. Sabrina commence à arrêter de payer Sophie. Elle ne lui donne plus d'argent. Elle lui enlève son temps libre, même après le travail. Elle continue de lui demander des tâches et elle lui exerce en fait de plus en plus de manipulation. Il y a de plus en plus de contrôle sur elle. Elle lui disait ce qu'elle pouvait et devait faire et ce qu'elle ne pouvait pas et ne devait pas faire. Je rappelle encore une fois que Sophie est extrêmement introvertie, que c'était une jeune fille timide et naïve qui n'était plus dans son pays,
Et je pense qu'elle avait simplement peur. Il faut savoir que Sabrina avait d'ailleurs enlevé son téléphone et qu'elle lui avait aussi pris son passeport. Aucun moyen pour elle de rentrer en France ou de contacter qui que ce soit. Et à partir de là, le côté introverti de Sophie, son côté renfermé, lui a joué pas mal de tours. Par exemple, dans une carte qu'elle a envoyée à son père en juillet 2017, elle lui disait qu'elle prévoyait de retourner en France parce que les choses n'allaient pas bien. Malheureusement, Patrick, son père, ne se rendait pas compte d'à quel point la situation était grave. Et il a dit plus tard que s'il l'avait su, il serait évidemment allé à Londres chercher sa fille. Concernant les abus, ils continuaient d'augmenter, de pire en pire. Et comme je vous l'ai dit, la dernière image qu'on a vue de Sophie, elle était vraiment amaigrie. Catherine, sa maman, dira d'ailleurs plus tard, lorsque toute cette affaire a explosé, que sur cette image, Sophie lui faisait penser à une victime de camp de concentration. Et si on se demande pourquoi est-ce que Sophie n'a rien fait, pourquoi est-ce qu'elle n'a appelé personne, c'est tout simplement parce qu'elle avait plus de téléphone et elle n'avait plus de passeport. Les seules fois où elle a essayé de prévenir des gens, on avait Sabrina de l'autre côté qui lui lançait des regards noirs, qui lui faisait peur finalement. Elle a aussi essayé de s'échapper une seule fois, mais Sabrina l'a rattrapée, l'a insultée et l'a forcée à revenir avec elle, en lui rappelant qu'elle n'avait plus d'argent, que ce n'était qu'une petite fille ingrate et que sans eux, elle ne serait rien. Un autre jour, Michael, le propriétaire du restaurant, l'a surprise en train de pleurer et lui a demandé en fait ce qu'il n'allait pas. Je suis quasiment sûr que Sophie allait parler, mais Sabrina était de l'autre côté de la rue et elle la regardait tellement mal qu'on pouvait comprendre que si Sophie parlait, ce serait peut-être la dernière chose qu'elle dirait. Donc dès lors où on lui demandait ce qu'il n'allait pas, Sophie disait qu'elle était triste parce que ses parents étaient malades. Et malheureusement, le pire est arrivé. Dans l'après-midi du 20 septembre 2017, les voisins de la maison où travaillait Sophie ont été alertés par une fumée d'une couleur assez étrange et une odeur vraiment bizarre qui venait du jardin de Sam et Sabrina. Ils ont regardé et ils ont vu Sam, donc ils lui ont demandé ce qu'il était en train de faire. Et il a dit qu'il faisait un barbecue, qu'il était en train de faire rôtir du poulet et de l'agneau. Je sais que vous êtes familier avec nos vidéos et je sais aussi que vous avez très bien compris ce qu'il était en train de faire. Sam était assez calme, il ne voulait pas franchement s'énerver, il expliquait simplement que c'était du poulet et des agneaux et que c'est peut-être pour ça que l'odeur était assez bizarre. Mais les voisins, ils n'étaient pas du tout satisfaits de ce qu'il lui disait et surtout, ils se sont rendus compte que c'était pas une odeur de viande. Ils ont donc appelé les pompiers qui sont arrivés à 18h20, heure à laquelle ça faisait déjà 3 heures que le feu était en route. Ils éteignent le feu et un voisin, qui est entré en premier, a examiné les restes qui se trouvaient. Et comme vous le voyez sur la photo, on peut effectivement voir de la viande, mais on a également pu retrouver un nez et des doigts. On pose donc la question à Sam, pourquoi est-ce qu'on a un nez et pourquoi est-ce qu'on a des doigts sur ton barbecue? Et Sam dit que ça appartient à l'agneau. La personne qui est venue n'était pas convaincue. Et il a décidé de regarder plus en détail ce qu'il y avait dans le feu. Et c'est à ce moment qu'il a repéré une paire de lunettes en train de fondre. Vous l'avez vu sur les premières photos, Sophie avait une paire de lunettes. L'odeur aussi était vraiment horrible, tout le monde parlait de viande, mais non, c'était de la chair humaine et ça se sentait. Les voisins ont rapidement appelé la police et heureusement qu'ils l'ont fait assez vite parce que s'ils avaient attendu juste à peine plus, eh bien tous les restes auraient disparu dans les flammes. La police arrive et ils arrêtent évidemment le couple tout de suite. Pendant l'interrogatoire, les deux se sont accusés mutuellement d'avoir tué Sophie. Oui, ils n'étaient plus du tout une équipe ni partenaire, ils étaient devenus adversaires. Le procès a eu lieu en 2018 et je vous en parle maintenant, mais on va revenir en détail juste après parce qu'on a eu vraiment beaucoup d'informations et des versions qui diffèrent. Donc encore une fois, ici je reste sur mes notes. Tout ce qui a pu être compris a été grâce à des vidéos qui ont été enregistrées pendant plus de 8h30 sur les téléphones de Sophie et Sam et qui ont été analysées par des jurys. Ces images ont été enregistrées quelques heures avant la mort de Sophie. Dans les enregistrements, on peut voir Sophie en train de se faire torturer. On peut la voir vraiment apeurée, terrifiée. Et en fait, Sabrina essayait de faire quelque chose. Elle essayait de faire peur à Sophie, de lui faire avouer des choses. Elle essayait de lui faire dire que Marc, son ex, l'avait envoyé chez eux pour espionner. Quand je vous dis qu'il fallait retenir les détails du début de vidéo, c'est totalement tiré par les cheveux. Sophie était terrifiée, elle n'en pouvait plus et attendait que je vous donne les détails, donc elle a fini par le dire. Elle a fini par dire que oui, c'était vrai, alors que ce n'était pas le cas. Sabrina, en fait, avec ses confessions, les confessions de Sophie, comptait utiliser tout ce qu'elle disait pour justement estorquer de l'argent. On dit estorquer? Bref, voler de l'argent à Marc. Je cite ce que j'ai pu trouver en ligne. Pour que Sophie dise tout ce que Sabrina voulait vraiment entendre, ils l'ont frappée aux jambes avec un câble électrique. Ils lui ont tiré les cheveux tellement fort qu'ils lui ont arraché des mèches.
Ils lui ont donné des coups de pied dans la poitrine. Ils lui ont crié des insultes et des atrocités. Et puis ils lui ont fait écrire des pages et des pages avec plein de choses délirantes, accusant Mark Walton. Après ça, ils l'ont frappé tellement fort qu'ils lui ont brisé les os, ils l'ont traîné jusqu'à la salle de bain, ils l'ont mise dans la baignoire remplie d'eau et ils lui ont coupé la tête. Sophie a souffert pendant des heures et des heures d'insultes, de coups de câbles électriques, d'arrachements de cheveux. C'est vraiment absolument atroce et je vais pas vous mentir, pour me détacher de mon script, cette histoire est une des plus horribles que j'ai eu à écrire. La police a donc décidé de fouiller la maison, évidemment. Ils ont retrouvé les pages écrites par Sophie et dans ces pages, on a pu lire, je cite, « Monsieur Walton m'a agressé sexuellement. Il a eu des rencontres secrètes avec moi et il voulait des détails sur la vie de Sabrina. » Sophie avait donc absolument écrit tout ce que le couple avait demandé et je pense qu'elle l'avait fait pour qu'il cesse de lui faire du mal, qu'il cesse de la torturer. Et ils ont continué malgré tout alors qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient finalement. Évidemment, Mark Walton a été interrogé par la police. Est-ce qu'il connaissait Sophie? Qu'est-ce que c'est ces histoires de rendez-vous secrets? Et il a dit qu'il n'avait jamais entendu parler d'elle, il ne savait même pas qu'elle existait avant que la police l'appelle pour lui poser la question. Je rappelle d'ailleurs qu'il était même pas en Angleterre, donc les rendez-vous secrets, ça me paraît un peu compliqué de faire LA, Londres en quelques heures. Et l'autopsie a révélé pas mal d'autres choses. Sophie avait une mâchoire cassée, le sternum cassé, 5 côtes fracturées. La cause exacte de sa mort, on n'a pas pu l'établir, mais les experts pensent qu'elle a été noyée. Et ce que je vais dire est absolument horrible, mais j'espère qu'elle a été sincèrement noyée avant qu'ils lui coupent la tête. Parce que vu le reste de ce qu'ils lui ont fait subir, je pense qu'ils auraient été capables de la mutiler et de la démembrer encore vivante. Le jour de sa mort n'est pas certain non plus, et malheureusement, avec tous les restes qui ont brûlé, on avait peu d'informations. Pendant le procès, ils n'ont montré aucun regret pour leurs actions. Que ça soit Sabrina ou que ce soit Sam, il n'y avait aucun regret. D'ailleurs, Sabrina avait encore parlé de cette histoire de Sophie avait volé quelque chose et ce n'était qu'une voleuse. Elle a dit qu'elle lui avait volé une boucle d'oreille en diamant et que pour elle, ça valait le fait de l'avoir frappée, mais ça valait le fait de ne pas avoir été gentil envers elle. Elle continuait d'accuser Mark aussi d'être un agresseur, de s'en être pris à ses enfants, de s'en être pris à Sophie et elle continuait en fait dans son délire total par rapport à Mark. Je cite ce que j'ai pu trouver, les psychologues et les psychiatres ont examiné Sabrina et ont dit qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité et d'une dépression. Mais cela ne l'a pas exemptée de toute culpabilité car cela différenciait parfaitement ce qui était juste de ce qui était mal. Le procureur a dit que Sophie avait été enfermée dans un horrible cauchemar domestique et qu'elle avait très peur et qu'elle aurait fait absolument tout pour calmer le couple, mais ça n'a pas marché. Je cite, « Elle était malheureusement particulièrement naïve et vulnérable. Les accusés ont brûlé le corps dans le jardin de sa maison, dans l'espoir que personne ne pourrait jamais récupérer les restes. Le plan a été détruit grâce à la visite d'un voisin et de certains pompiers qui voulaient en savoir plus et qui ont appelé la police. Et Dieu merci que les voisins soient... » Sam, on lui a aussi posé des questions et pendant le procès, il s'est un petit peu retourné contre Sabrina en disant qu'elle devenait de plus en plus irritable. Notamment lors d'un dîner, il a parlé d'une situation où Sabrina aurait été vraiment méchante envers Sophie. Je cite, il disait « Elle lui a attrapé les cheveux et il semblait qu'elle allait la frapper. Je lui ai dit que c'était un crime et qu'on pouvait plus continuer et que ça ne pouvait pas continuer. J'avais l'impression que tout ça allait trop loin. » Sabrina, pour sa part, elle nie à moitié les faits. Elle dit « Je ne nie pas l'avoir frappé, mais cela ne fait pas de moi une meurtrière. Je ne l'ai pas tué, c'est lui qui l'a fait. » On a eu énormément de contradictions entre les deux. Comme je vous l'ai dit, Sabrina accablait Sam qui l'accablait elle. Et finalement, les jurys et les procureurs ont utilisé tout ça pour creuser un peu plus. Ils les ont fait en fait se conforter dans leurs mensonges pour vraiment s'enfoncer. Par exemple, une fois, Sam a dit qu'il ne l'avait pas tué, mais qu'il avait bel et bien brûlé son corps. Mais une autre fois, il a dit que c'est Sabrina qui l'avait tué et que lui dormait et qu'elle l'avait réveillé en disant qu'elle ne respirait plus. Dans la déclaration d'avant, il disait que c'était lui qui l'avait poussée dans la salle de bain, qu'ils s'étaient battus les deux et qu'elle était devenue inconsciente et que lui avait essayé de la ramener à la vie. Donc rien que là, on a 3 versions totalement différentes qui montrent que même lui ne sait plus exactement ce qui s'est passé. Malheureusement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, dans quel ordre, qui a fait quoi, parce que les deux seuls qui détiennent la vérité sont Sabrina et Sam et ils n'ont jamais daigné dire une seule version qui concordait ensemble. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que ce couple a été absolument atroce envers Sophie. On a également appris qu'il y aurait eu un témoin dans cette salle de bain. Un témoin protégé, donc on n'a pas son identité, mais je pense sincèrement que c'était l'enfant de 6 ans, le plus âgé, qui a dû se demander ce qui se passait. Concernant les parents de Sophie, évidemment, ils étaient dévastés en apprenant tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait,
Et il se sentait très impuissant, il se disait en fait pourquoi est-ce qu'on n'était pas au courant, pourquoi est-ce qu'on s'est pas rendu compte que notre fille allait mal, pourquoi est-ce qu'on n'y est pas allé tout simplement. Et il s'en voulait énormément. Ils l'ont battue, ils l'ont affamée, ils l'ont battue jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se battre. Ils lui ont enlevé sa dignité et sa vie aussi d'une manière douloureuse alors qu'elle se battait terrifiée pour son dernier souffle dans cette salle de bain. Ce sont des monstres, aucun dieu ne pourra jamais leur pardonner ce qu'ils ont fait. La mère ne peut pas oublier en fait les dernières photos qu'elle a vues de sa fille, donc les photos totalement amaigries. Et c'est quelque chose qu'elle garde encore aujourd'hui dans sa tête. Patrick, lui, le papa, disait « C'est au-delà de toute compréhension et c'est impardonnable. Je ne pardonnerai jamais aux sauvages qui lui ont enlevé la vie. J'essaye de me souvenir d'elle quand je l'ai vue la dernière fois, heureuse et souriante, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas parce que je suis bloqué sur l'horreur de ce qu'ils lui ont fait. La voix dont je me souvenais qu'elle me disait qu'elle m'aimait, que je lui manquais, a été remplacée par le son des enregistrements que nous avons entendus pendant le procès, de la voix de ma fille pleine de peur et pleine de pleurs. Le 24 mai 2018, Sabrina et Wissem ont été condamnés à la prison à perpétuité et devront passer minimum 30 ans derrière les barreaux. Évidemment, le juge était totalement convaincu que les deux étaient impliqués dans tout ça, que Sophie, elle, n'avait jamais rien fait, que ça se voyait en fait que c'était une jeune femme douce, gentille, aimante, et que ce couple avait juste été totalement sadique et horrible envers elle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à un moment où je vous parle, Sam essaye toujours de trouver une erreur dans toute cette enquête pour sortir de prison. Du côté du papa et de la maman, même s'ils ne sont plus ensemble, ils sont OK sur un point, c'est que aucun des deux ne doit sortir de prison. Et ils espèrent tous, et moi aussi d'ailleurs, qu'ils payeront jusqu'au bout la peine qui leur est donnée. Voilà tout le monde pour cette vidéo, la vidéo concernant Sophie Lyonnais. Je vous avoue, comme je vous l'ai dit, que c'est une histoire qui m'a particulièrement touché. Je sais pas si c'est le fait que ça soit français, que j'ai pu m'identifier par rapport au fait qu'elle ait voyagé à Londres pour aider des enfants, je sais pas, mais j'ai trouvé cette histoire absolument horrible et atroce de cette jeune fille qui était juste renfermée sur elle-même, gentille, aimante, qui a voulu se donner une très belle expérience de vie et qui s'est retrouvée dans ce cauchemar absolument horrible à ne pas savoir quoi faire, quoi dire, et à juste vivre dans la peur jusqu'au moment où on lui a volé toute vie en fait. Sa vie, sa dignité, on lui a tout volé. Je vous laisserai me dire ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Dans l'histoire du jour, nous voyageons en Colombie, étant donné que j'ai trouvé un fait divers qui s'est déroulé là-bas en 2023 et je me suis dit que cette affaire allait vous intéresser. Aujourd'hui, je vous parle de Valentina Tres Palacios. Dans cette affaire, c'est quelque chose qui m'a énormément touché, vous allez le comprendre. Valentina est née le 16 décembre 2001 à Bogota, en Colombie. Lorsqu'elle était petite, elle a continué de vivre là-bas, elle a fait son collège, son lycée et elle a obtenu ses diplômes. En parallèle, il faut savoir que depuis l'adolescence, Valentina était une adolescente très passionnée. Elle était passionnée par la fête, le monde de la nuit, la musique et surtout l'envie de devenir DJ. Elle faisait d'ailleurs ses études en parallèle où elle construisait son propre studio professionnel. Oui, elle était vraiment passionnée et je pense que son but de vie était de devenir DJ. D'ailleurs, en 2019, elle commence un petit peu sa carrière de DJ étant donné qu'elle commence à animer des fêtes, des événements, des rencontres également où il y avait des amis à elle mais aussi des endroits où elle ne connaissait personne et elle a parcouru plusieurs pays de l'Amérique latine en se faisant un nom. Pour elle-même, mais aussi pour se faire découvrir, elle ouvre un compte SoundCloud. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu l'équivalent de Spotify, Deezer, mais on a beaucoup de créateurs sur SoundCloud et Valentina y était. Elle faisait beaucoup de contenu sur cette plateforme, mais aussi sur Instagram où elle totalisait 15 000 abonnés. Alors pour certaines personnes, ça va être rien du tout, mais en 2019, 15 000 abonnés sur Instagram, c'était quand même top level. Bref, on se rend compte que Valentina est donc très passionnée par la musique. C'est aussi quelqu'un qui semblait jovial, gentille, solaire finalement, et elle avait beaucoup de choses à transmettre. Et elle adorait notamment les fêtes et le monde de la nuit, comme vous l'avez compris. 2 ans plus tard, donc 2 ans après qu'elle ait ouvert sa carrière en 2019, nous sommes en 2021, Valentina rencontre un homme américain, John Poulos.
Alors il y a plusieurs sources qui disent qu'elle l'a rencontré via les médias Twitter, Instagram, voire SoundCloud. Moi j'ai vu d'un autre média qui était un média espagnol qu'ils se seraient rencontrés lors d'une soirée, étant donné qu'il aurait été invité à l'événement et que peut-être son nom a tapé dans les yeux de Valentina ou je ne sais pas, mais ils se seraient rencontrés plus lors d'un événement qu'en ligne. Mais il y a 2 sources et 2 versions, donc je vous donne les 2. Le fait est qu'ils se rencontrent en 2021. D'ailleurs, John disait avoir l'honneur de pouvoir accompagner Valentina pendant ses représentations, dans ses lieux de DJ, etc., etc. Mais vous allez vite voir que peut-être n'était-ce qu'un masque, peut-être n'était-ce pas la vérité. En effet, quand on creuse un petit peu concernant leur relation, et encore une fois, je vous parle vraiment de médias qui viennent de Colombie, il y a aussi beaucoup de médias qui étaient en espagnol, on se rend compte que la relation entre les deux, elle n'était pas si saine que ça, ils n'avaient pas du tout de bonne base. Et oui, en à peine 8 à 9 mois de relation, les proches parlaient déjà de jalousie excessive, de jalousie extrême, mais surtout de manipulation. Je sais que c'est un cas courant qu'on voit dans les relations, notamment quand je vous parle d'histoires sur cette chaîne True Crime, on parle parfois de couples qui sont sujets à la jalousie extrême, à la manipulation, mais ce qui me choque ici, c'est qu'en même pas un an, on avait déjà ces signaux, et ces signaux sont, pour moi du moins, des red flags. Pour me détacher de mon script, je vous dirais que effectivement ressentir de la jalousie est normal, c'est humain, mais de la jalousie extrême qui te pousse à manipuler ton ou ta partenaire, il n'y a rien de sain là-dedans. Parlons un petit peu de John Poulos avant de parler du meurtre de Valentina. Je sais que vous vous dites que je suis en train de tout vous spoiler, mais croyez-moi, cette affaire a plein de rebondissements. C'est pas parce que vous devinez dans les grandes lignes ce qui est en train de se passer que vous aurez tous les détails. Bref, parlons de John. John Poulos avait 33 ans au moment des faits, 35 aujourd'hui, donc 10 ans de plus que sa petite amie Valentina. Il est né au Texas, aux États-Unis, et on a vu avec quelques recherches que les États-Unis n'étaient pas un pays dans lequel il souhaitait rester. Il disait « Je veux tout quitter pour faire une vie en Colombie avec Valentina et investir ». C'est du moins ce que racontait la maman de John. Selon certains médias locaux, et c'est pour ça que moi je crois beaucoup plus les médias qui sont directement basés où il s'est déroulé cette histoire, le couple se serait donc rencontré lors d'un événement où Valentina était DJ et que John faisait partie de la liste des participants. Alors, concernant le travail de John Poulos, j'ai beau avoir cherché partout, il n'y a rien de concret en fait. J'ai vu qu'il travaille dans les affaires, qu'il avait vraiment beaucoup de contacts, qu'il travaillait dans les hautes sphères comme on dit, qu'il se déplaçait vraiment souvent et qu'il avait beaucoup d'argent. Mais son activité était assez floue, on n'a pas vraiment de mots à poser là-dessus. Et d'ailleurs, c'est tout ce que dira la maman de Valentina. J'ai également vu en faisant des petites recherches annexes après mon script que John Poulos aurait un enfant de 6 ans qui a dû se battre avec la maladie. C'est un détail qui n'a rien à voir avec les faits et tout ça, mais je voulais quand même vous le dire. La maman de Valentina disait « Il gérait les affaires de personnes importantes, il avait beaucoup d'investissements en bourse, il avait également beaucoup d'influence dans son travail et son entourage. » Nous étions donc sur quelqu'un qui semble puissant et surtout qui semble avoir un petit peu tout ce qu'il veut. Malheureusement, Valentina n'était pas un objet. En 2023, il y a un an, le 22 janvier, Valentina a été retrouvée morte avec des signes d'agression, de torture et elle était enveloppée dans un sac poubelle à Fontibon. J'espère que je l'ai bien prononcé. Si vous me demandez comment est-ce qu'elle a été retrouvée, j'ai pu fouiller et en fait tout simplement les travailleurs qui s'occupaient des poubelles de recyclage etc. Fouillaient les bennes pour pouvoir transporter ce qu'il y a à l'intérieur et un employé est donc tombé sur son corps en s'occupant des poubelles. Un jour avant son meurtre, il faut savoir que Valentina était dans la même location parce qu'ils avaient pour but d'emménager ensemble. Mais on y revient dans un instant. Là, je vous parle vraiment des informations qu'on a eues au moment du meurtre, dans les jours qui ont suivi pour retracer l'histoire, mais vous allez voir que j'ai pu vous refaire une chronologie complète. D'ailleurs, le corps, il a été retrouvé non loin de ce complexe d'appartements. Donc déjà là, on suspecte un petit peu John. Lors de l'enquête, les policiers et les autorités ont interrogé pas mal de témoins, pas mal d'amis de Valentina, et beaucoup ont parlé de John Poulos. Ils ont dit qu'il aurait sorti un grand sac, qu'il l'aurait transporté dans un véhicule, dans un chariot de supermarché, et qu'il aurait emmené le tout dans une poubelle. Une caméra vidéo est sortie, je vous la passe juste après. Le 26 janvier, l'autopsie de Valentina sort, le médecin légiste a pu travailler sur son corps, je cite. Comme cause de la mort, nous avons un sillon de pression qui a été retrouvé dans la région hyoïde, partie située sous la langue, au-dessus du cartilage thyroïdien, dans la partie antérieure du cou. Sa mort est un étouffement
avec étranglement. Pour réagir, je vous dirais donc qu'on est sur une mort qui a été faite avec beaucoup de violence. Revenons un petit peu sur John. Bah oui, qu'est-ce qu'il a fait ce jour du crime, le jour où on s'est rendu compte que Valentina était morte et tout ça? Eh bien, le même jour de la mort de Valentina, John Poulos avait essayé de fuir la Colombie direction la Turquie, mais il a eu une escale au Panama. Et au Panama, nous étions le 25 janvier 2023 lorsqu'il est arrivé, et il a été arrêté. Il a été renvoyé du Panama direction la Colombie, et là-bas, on a pu l'interroger. Pourquoi a-t-il été suspecté aussi rapidement? Parce qu'en soi, on va pas se mentir, à part le fait qu'il ait transporté une valise et que les amis de Valentina parlent de jalousie, pour moi, ça ressemble pas vraiment à un motif de meurtre. Eh bien, vous allez voir que finalement, il y avait beaucoup de choses en dessous de cette relation. John est devenu le principal suspect du meurtre de Valentina, notamment parce qu'il a bloqué absolument toute la famille de ses réseaux sociaux juste après la mort de Valentina. Un peu ironique, sachant qu'il avait posté une photo avec elle quelques temps avant, disant que c'était la femme de sa vie, etc. De plus, selon certains proches, il est devenu la dernière personne avec qui Valentina aurait eu une interaction depuis le samedi 21 janvier. Elle avait posté une vidéo, je vous la passe. Vous allez voir qu'apparemment on l'aurait revue après. Mais surtout, cette histoire de jalousie. Et une amie de Valentina a donné aux autorités beaucoup plus d'informations concernant cette histoire de jalousie. Elle disait, John allait faire une consignation de $1000 pour elle. Mais Valentina était partie pour Aruba avec Santiago Luna. Elle ne savait pas comment faire pour que John ne se rende pas compte qu'il était là avec elle. Et dès lors où il a envoyé l'argent, il s'est rendu compte qu'elle n'était pas seule. Quand j'ai écrit le script et que je suis tombé sur ce nom, Santiago Luna, je me suis dit, oulala, est-ce que Valentina en fait était dans une relation extra-conjugale également? Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on ne savait pas? Eh bien écoutez, qui est Santiago? J'ai fouillé un petit peu. Sur les réseaux sociaux, Santiago se décrit comme quelqu'un qui est un entrepreneur, qui est aussi un investisseur dans le cannabis. J'ai vu qu'il avait 13 000 abonnés sur Instagram et qu'il avait un lien avec Valentina. Alors il y a des médias qui disent que les deux auraient pu commencer à se rapprocher, voire peut-être avaient une liaison, et il y a d'autres personnes et d'autres médias qui disent que les deux étaient simplement connaissances et qu'ils s'entendaient notamment par rapport à tout ce qui va être événements, DJ, etc., etc. Mais qu'il n'y avait rien de plus entre les deux. Malheureusement, l'affaire est récente et surtout, elle est vraiment peu médiatisée dans des médias anglais. J'ai dû vraiment fouiller l'espagnol, voire le portugais, je crois aussi, des langues que je ne connais pas du tout, mais du coup, j'ai soif d'apprendre et on n'a pas vraiment beaucoup d'informations avec beaucoup de détails, donc j'ai essayé de vous rapporter tout ce que je pouvais. Mais comme je le dis, selon certaines sources, il y aurait donc eu une relation entre Valentina et entre Santiago. Ça ne vaut absolument pas des conséquences qui ont suivi une jalousie de la part de John Poulos, mais je tiens quand même à le dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On le saura par l'avenir, vu que l'affaire est très récente. Et puis finalement, toute l'histoire est sortie, chronologiquement parlant, et croyez-moi, ça fait froid dans le dos. On remonte un petit peu en arrière et on retrace toute l'histoire du couple. Valentina et John ont donc été dans une relation pendant environ 8 mois et au moment où elle est morte, ils prévoyaient d'emménager ensemble dans un appartement à Bogota. La mère de Valentina disait « Il voulait l'épouser, faire une vie ici avec elle. Mais à un côté, il était obsédé par ma fille. Il était un peu jaloux. J'ai eu une discussion avec elle en décembre et il était encore question de jalousie. Le frère de Valentina, lui, a donné d'autres informations qui, encore une fois, pour moi, ne sont pas du tout des informations qui représentent une relation amoureuse saine. Mais le frère de Valentina a dit que John Poulos aurait engagé un détective privé pour suivre Valentina. À chaque événement, à chaque fête, chacun de ses mouvements apparemment était suivi. Et là, on est vraiment sur de la jalousie, également de la manipulation, mais surtout de l'emprise. Avoir de l'emprise sur le quotidien de quelqu'un en espionnant absolument tous ses faits et gestes, sous couvert de « c'est ma partenaire, je veux savoir où elle est », je suis désolé, mais pour moi, c'est absolument pas sain. Et ce n'est pas faisable. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, John Poulos était quelqu'un qui semblait avoir vraiment le bras long, une certaine puissance, un homme d'affaires avec beaucoup d'argent, à qui personne ne lui refuse rien et qui a souvent ce qu'il veut. Donc Valentina, il a dû le voir comme un nouveau trophée finalement à sa vie et il voulait avoir une main sur elle, une main très puissante qui permettait de savoir qui elle était totalement,
où elle était, avec qui, quand ou comment. Encore une fois, ce n'est pas sain, mais c'est comme ça que John Poulos voyait sa relation. Et finalement, des vidéos de caméra surveillance sont sorties. On a aussi eu des témoignages concernant les derniers jours de la vie de Valentina. Et à partir de là, bam, John a été accusé et inculpé. Je vous raconte. John arrive donc dans un appartement du nord de Bogota où Valentina et lui-même avaient l'intention de s'installer et de vivre. Il arrive là-bas le 19 janvier, 3 jours avant le meurtre, avec une valise bleue, même valise dans laquelle on a retrouvé le corps de Valentina dans un sac un petit peu plus tard. Samedi 21 janvier, le couple retourne à l'appartement avec des bagages. Il y avait aussi les affaires de Valentina, donc elle venait visiblement s'installer dans cet appartement. Et le soir même, ils sont partis dans un club, quelque chose qu'ils faisaient habituellement, surtout que Valentina se représente. Le couple aurait quitté ce club le 21 janvier au petit matin et ils auraient utilisé une application style Uber, covoiturage quoi, pour rentrer chez eux. C'est assez intéressant parce que le chauffeur a dit plus tard donc qu'il avait reçu un message de Valentina juste avant qu'ils rentrent les deux dans la voiture. Valentina lui aurait écrit « Aidez-moi, je suis en danger ». Valentina rentre dans la voiture, le chauffeur se retourne et lui demande si tout va bien. Et bam, au même moment, John rentre dans la voiture et donc elle dit au conducteur que ce message était une erreur, qu'elle l'a typed, genre elle a pas fait exprès de le taper et il s'est envoyé mais finalement elle n'était pas en danger. Le chauffeur dira que pendant le trajet, il est quand même resté sur ses gardes. Il a été très observateur, il a été à l'écoute du comportement de Valentina et de John, mais il dit que les deux semblaient être totalement normales, qu'il semblait pas y avoir de dispute, qu'il semblait rien avoir de mal, à part peut-être un petit peu d'ivresse. Donc voilà. On a d'ailleurs appris grâce au chauffeur que le couple a quitté la voiture à 3h48 du matin le samedi. Et malheureusement, c'était la dernière fois où Valentina a été vue vivante. Le dimanche matin, le 22, une vidéo de surveillance que je vais vous laisser regarder de l'appartement montre un homme qui ressemble beaucoup à John Poulos en train de porter une grande valise avec une couverture dessus et la mettre dans le coffre d'une voiture de location. Et suite à ça, John a fui la Colombie et il a pris un vol pour le Panama avant de vouloir se rendre à Istanbul en Turquie. Je vous laisse regarder la caméra de surveillance. Elle peut être un peu longue, mais je trouve que tout est intéressant, donc je vous laisse regarder.
Le corps de Valentina a été découvert peu après par un éboueur, comme je vous l'ai dit, et John est devenu très rapidement le suspect principal de cette affaire. Les autorités colombiennes ont d'ailleurs annoncé une récompense de 20 millions de pesos colombiens, soit environ 4500 $, pour toute personne qui aurait des informations afin de pouvoir capturer John Poulos. Il était activement recherché. C'est un truc de dingue. Ce mec a été recherché comme pas possible pendant un certain temps et il a fui. Tout simplement. On a même eu un avis rouge d'Interpol qui a été mis sur lui afin de le retrouver et c'est comme ça qu'on a pu le retrouver pendant son escale au Panama. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a été renvoyé en Colombie, on l'a interrogé et on en a appris un peu plus. Je coupe 2 secondes, mais vous me direz si vous aimez bien cette manière de raconter les histoires où en fait on fait un petit peu le serpent et on plonge vraiment dans toute l'histoire pour arriver à une conclusion. Dites-moi ça dans les commentaires et pendant que vous écrivez, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Concernant la fin de l'affaire, parce que malheureusement la vraie audience, le vrai jugement n'a pas encore eu lieu, par contre le procureur colombien Monsieur Gomez a exposé la théorie principale de la police directement à John Poulos. Selon la police, John Poulos aurait étranglé Valentina à mort. Je cite, John Poulos aurait eu des relations sexuelles avec Madame Valentina Tres Palacios et il aurait commencé à la battre violemment de ses propres mains. Ensuite, il a exercé une pression avec ses mains autour de son cou jusqu'à sa mort. Le procureur a dit que le crime était un crime fait de jalousie, d'obsession et de manipulation. Et d'ailleurs, ça a été dit pendant la première audience, l'audience préliminaire, que John Poulos en fait voyait Valentina comme un objet personnel, un trophée finalement, quelque chose qu'il pouvait rajouter à son quotidien. D'ailleurs, on a pu apprendre que John Poulos aurait voulu jeter la valise dans les poubelles par espoir que cette valise soit jetée dans une décharge. Il en avait vraiment rien à faire du corps de sa femme, il en avait rien à faire de l'avoir tuée, juste il en avait rien à faire. Et du coup, selon les procureurs, ça montre une fois de plus qu'elle n'était pas importante. Je cite, « Avec cette façon aussi grossière de manipuler le corps de la victime, vous avez affirmé votre conviction que Valentina n'était qu'une chose, un objet pour vous, et vous l'avez déshumanisée. » Les mots sont très forts, mais honnêtement, je suis assez d'accord. Les autorités ont accusé John Poulos de féminicide, de falsification de preuves. Vous vous en doutez, il n'a pas accepté les faits, et donc nous aurons un procès. L'audience a été reportée, mais il sera tenu de plaider officiellement coupable ou non coupable lors d'une prochaine audience. On a vu dans les médias qu'il y a eu plusieurs audiences d'accusation qui ont eu lieu, et en fait, il a été envoyé dans une prison à sécurité maximale parce qu'il représente un grand danger pour la société, notamment les femmes. Via des psychiatres et des médecins, on s'est rendu compte qu'il avait aussi des antécédents mentaux de jalousie compulsive obsessionnelle qui pourraient peut-être expliquer et non pas pardonner pourquoi il s'en est pris à Valentina. C'est un féminicide pour lequel il encourt une peine maximale de 35 ans de prison. Malheureusement, et je vous le dis, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que ce procès n'était pas encore passé, qu'on n'avait pas encore la peine qui était tombée. J'ai également vu, comme vous l'avez entendu, qu'il était dans une prison à sécurité maximale. Alors, est-ce que l'audience a eu lieu et on l'a caché parce que justement c'est quelqu'un de puissant et à moins d'avoir le site parfait ou vraiment le média local avec toutes les informations, on ne peut pas en avoir, ou alors l'audience ne s'est pas encore produite. Dans les deux cas, il risque gros et au moment T, il est dans une prison à sécurité maximale. Voilà tout le monde pour la tragique histoire de Valentina. J'espère qu'elle a pu vous intéresser et vous intriguer. Je sais que vous appréciez particulièrement quand on vous fait des vidéos qui ne sont pas des vidéos prises d'affaires américaines. Donc j'essaye, comme vous le voyez depuis quelques semaines, d'aller regarder ailleurs. Parfois les vidéos sont donc plus courtes, parfois elles sont plus dures à écrire. Mais j'ai très envie de vous faire plaisir en cette année parce que c'est grâce à vous qu'on peut continuer à faire des vidéos. Le 8 janvier 2012, quelques minutes avant que 5 heures du matin ne sonne, Melinda Coleman, une vétérinaire, a été brutalement réveillée par un événement perturbateur qui s'est déroulé juste devant chez elle. Lorsque Melinda a ouvert la porte et a regardé dehors, elle a été horrifiée de voir sa fille, Daisy, une adolescente âgée de 14 ans, sans chaussures et ne portant qu'un t-shirt ainsi qu'un petit pantalon de yoga, allongée, complètement inconsciente dans la neige.
Avec l'aide de ses fils, Melinda a transporté sa fille qui se trouvait en état d'hypothermie dans la maison, et à cet instant, il était impossible pour cette mère de famille inquiète de savoir depuis combien de temps Daisy était allongée dans ces températures glaciales, mais on sait que cette dernière était restée suffisamment longtemps pour que ses cheveux se collent au sol avec la glace. Une fois rentrée à l'intérieur, Melinda a directement enveloppé sa fille dans des couvertures pour la réchauffer. Malheureusement, cette tentative d'aider Daisy n'a pas réussi à refaire monter sa température corporelle. En voyant sa tentative échouer, la mère de Daisy a décidé de la placer dans une baignoire d'eau chaude. C'est en déshabillant sa fille pour la placer justement dans cette baignoire que Melinda a remarqué avec stupeur des ecchymoses sur l'intérieur des cuisses de l'adolescente. Soupçonnant que sa fille avait subi une agression sexuelle, elle l'a transportée d'urgence à l'hôpital pour faire relever ses blessures et a également appelé au plus vite le shérif de la ville. La famille Coleman ne le savait pas à l'époque, mais ils étaient sur le point de se lancer dans une bataille judiciaire qui verrait l'agresseur présumé dépeint comme la victime et Daisy comme une enfant perturbée qui n'a obtenu que ce qu'elle méritait. Une affaire horrible et très dure psychologiquement pour toute cette famille. Des tests ont été effectués plus tard dans la matinée concernant l'agression sexuelle, ainsi que toute une autre série de tests toxicologiques, dont l'un a pu déterminer que le taux d'alcoolémie de Daisy était très élevé, à peu près le double de la limite légale. Comme il était évident à ce moment-là qu'elle n'avait rien bu depuis déjà plusieurs heures, le fait qu'elle ait encore autant d'alcool dans le sang indiquait qu'elle aurait été presque en état de coma éthylique avant de se retrouver sur la pelouse de la maison familiale. Son esprit encore brouillé par l'alcool, Daisy n'était absolument pas en condition de faire une déclaration sur les événements de la nuit précédente. De ce fait, c'est sa meilleure amie, Paige, qui avait passé la nuit à la résidence Coleman, qui a tenté de remplir les blancs de cette terrible soirée. Bien qu'elle semblait être un peu étourdie, Paige, qui était âgée de 13 ans, avait réussi à dire aux autorités qu'elle et son amie Daisy avaient été emmenées à une petite soirée à la maison de la vedette de l'équipe de football de la ville. Alors qu'il y avait plusieurs autres garçons à la soirée, les deux jeunes adolescentes avaient découvert à leur arrivée qu'elles étaient les seules filles présentes ce soir-là. Au fur et à mesure que l'alcool s'évaporait de son corps et qu'elle devenait de plus en plus lucide, Paige a pu donner un compte-rendu détaillé de ce qui s'était passé la nuit en question. Elle se souvient que la soirée de pyjama chez Daisy avait commencé avec les deux adolescentes qui se sont faufilées dans l'armoire à l'alcool de la famille pour boire quelques verres. Leur but initial n'était pas nécessairement de se saouler, mais plutôt de voir ce qu'il y avait et de s'amuser un petit peu. Petit rappel pour les plus jeunes que pour s'amuser, l'alcool n'est pas nécessaire et qu'il faut boire avec modération. Au fil de la nuit, Daisy avait commencé à échanger des SMS avec Matthew Barnett, que l'on appellera Matt, un adolescent âgé de 17 ans, qui n'était autre qu'un ami proche de son frère aîné nommé Charlie. Lorsque Matt Barnett a invité les filles chez ses parents pour passer la soirée et boire quelques verres, les étudiantes de première année du lycée avaient été flattées par le fait qu'elles avaient la chance de passer du temps avec les juniors et les seniors. Pensant qu'elles avaient remporté le jackpot, qu'elles avaient gravi les échelons sociaux du lycée, elles avaient sauté sur l'occasion. C'est de cette manière qu'un peu plus tard, elles s'étaient faufilées par la fenêtre de la chambre et avaient rejoint Matt et ses amis qui les attendaient au coin de la rue. Lorsque le groupe est arrivé à destination, ils se sont rendus au sous-sol, là où la soirée se déroulait, avec l'ordre de Matt de se taire jusqu'à ce qu'elle n'arrive au sous-sol afin de ne pas réveiller ses parents. Selon Paige, une fois que la porte s'est fermée derrière elle, leur hôte avait immédiatement commencé à donner à boire à la jeune Daisy. Alors qu'elle était assise à regarder son amie descendre des verres d'alcool les uns après les autres, un garçon âgé de 15 ans l'avait prise par la main et l'avait escortée dans une pièce attenante. Après l'avoir mise seule, le garçon a commencé à se frotter à Paige et l'adolescente âgée de 13 ans, qui lui avait dit à plusieurs reprises de s'arrêter, n'a malheureusement eu guère le choix que de rester à ses côtés. Le jeune adolescent, qui ignorait toutes les protestations de cette dernière, a continué malgré les plaintes de Paige, l'a violée alors qu'elle le suppliait de la laisser partir. Quand c'était fini, Paige est revenue dans l'autre pièce avec le reste du groupe, mais en revenant, elle a remarqué que Matt et Daisy étaient absents. Après avoir entendu des bruits étranges dans la pièce d'à côté, elle a jeté un coup d'œil à travers la porte, qui était légèrement entrouverte, pour voir son amie allongée à moitié sur le lit, à moitié sur le sol. Oscillant au bord de la conscience, elle murmurait de manière incohérente, et elle semblait tituber, ne pas être vraiment maître de son corps.
C'est avec horreur que Paige a remarqué que Daisy était nue de la taille vers le bas, tout comme Matt. Lorsqu'ils sont sortis de la pièce quelques minutes plus tard, Matt était complètement habillé, tout comme Daisy. Alors que le jeune homme de son côté semblait bien sobre, en tout cas suffisamment pour avoir l'esprit clair et savoir pertinemment ce qu'il faisait, la pauvre Daisy de son côté était tellement en état d'ébriété qu'elle ne pouvait même pas se tenir debout toute seule. La soirée a alors touché à sa fin et les filles ont été conduites, ramenées à la maison en voiture, et lorsque les garçons se sont arrêtés devant la maison de la famille Coleman, l'un des garçons avait dit à Paige d'aller dormir. Ils l'ont assuré qu'il resterait avec Daisy, qui était encore trop saoule pour marcher, jusqu'à ce qu'elle soit sobre ou du moins en état de se déplacer toute seule. En les croyant sur parole et surtout n'ayant finalement pas tant de choix que ça, Paige est entrée à l'intérieur de la maison et s'est glissée dans son lit. Mais comme vous vous en doutez avec l'introduction de cette affaire, une fois Paige loin d'eux, les garçons ont jeté Daisy de la voiture et l'ont abandonnée sur la pelouse dans ce froid glacial. Étant donné que le soleil allait bientôt se lever, ils n'avaient pas voulu risquer d'être vus en présence de l'adolescente en état d'ébriété et se sont, comme des lâches, enfuis sans se soucier du monde. Le frère de Daisy, Charlie, a découvert son téléphone portable enterré dans la neige plus tard dans la matinée. Lorsqu'il a vérifié les messages, il a trouvé les communications entre sa sœur et Matt Barnett qu'il avait considéré comme un ami jusque cet événement tragique et sordide. Connaissant Matt comme il le connaissait, il n'y avait aucun doute dans l'esprit de Charlie que Paige disait la vérité sur le déroulement de la soirée. Dans l'après-midi du 8 janvier 2012, Matthew Barnett a été arrêté par les forces de l'ordre et amené au poste pour être interrogé. Comme on pouvait s'y attendre, sans grande surprise, son histoire était complètement différente de celle de Paige. Selon lui, Daisy avait supplié ce dernier de venir ce soir-là pour passer la soirée avec eux, et il n'avait, finalement, fait qu'accéder à sa demande. Matt a insisté sur le fait qu'il ne lui avait pas donné d'alcool à boire avant qu'il n'ait eu des relations sexuelles consensuelles. Il a ajouté que, bien qu'elle soit ivre lorsqu'elle est arrivée à la fête, elle savait exactement ce qui se passait et était consentante pour toutes ses actions lors de la soirée. Toutefois, plus l'adolescent de 17 ans parlait, plus son histoire changeait. Au début, il avait affirmé qu'il ne connaissait pas l'identité de la fille qui avait accompagné Daisy, mais plus tard, il a mentionné Paige par son nom. Lorsque cette divergence lui a été signalée, il l'a simplement ignorée, ne répondant pas aux questions des policiers sur cette erreur. Il a également renoncé à ses affirmations selon lesquelles il avait refusé de donner de l'alcool à Daisy jusqu'après avoir eu des relations sexuelles, et après avoir réfléchi un peu plus à la question, il s'est subitement souvenu de lui avoir donné quelques verres pour briser la glace, selon ses propres mots. L'officier qui a mené l'interrogatoire de l'adolescent semblait malgré tout hyper compréhensif quant à la situation de Matt. À un moment donné, il était tellement détendu qu'il était littéralement allongé sur sa chaise. Rien de très professionnel, sans compter que lorsque Matt a parlé de déposer Daisy chez elle à la fin de la nuit, l'officier a vanté le jeune homme pour s'être assuré qu'elle était entrée chez elle en toute sécurité. Le fait qu'en réalité, l'adolescent l'ait jeté sur la pelouse gelée ne l'avait même pas fait lever un sourcil. Après tout, il l'avait ramenée chez elle. Lorsque Matt a été interrogé une nouvelle fois plus tard le même jour, l'un des autres garçons, Jordan Zek, a admis qu'il avait filmé Matt et Daisy ayant des relations sexuelles à travers une fissure dans la porte, mais a affirmé qu'il avait supprimé les vidéos peu de temps après. Étrangement, la raison pour laquelle il avait ressenti le besoin de filmer cette relation, seulement pour se débarrasser des preuves lorsque la police est venue les interpeller, n'a jamais été relevée ou même réellement abordée. Avant la fin de la journée, Matthew Barnett a été arrêté pour l'agression sexuelle de Daisy Coleman. Jordan Zek, l'adolescent qui avait filmé la scène, a également été accusé d'exploitation sexuelle d'une mineure pour avoir filmé l'incident, quand bien même les vidéos ont été supprimées. Quant au jeune homme de 15 ans qui aurait violé Paige, a également été placé en détention. Lorsque les effets de ce qui aurait pu être un coma éthylique fatal se sont dissipés, la jeune Daisy n'a pu se souvenir que de quelques moments de ce qui s'était passé dans la pièce où elle se trouvait avec Matt. Bien qu'elle ne se souvenait pas de tous les détails, elle savait qu'elle avait été entre guillemets droguée avec une quantité importante d'alcool. Cette dernière n'avait pas du tout l'habitude de boire de l'alcool et encore moins en telle quantité. Elle n'avait pas réalisé qu'elle avait ingéré une telle quantité d'alcool jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Son esprit étant complètement noyé dans l'alcool, Daisy ne se souvenait même pas d'avoir eu des relations sexuelles avec Matt. Son dernier souvenir avait été d'être assise sur le canapé et de voir un chien sauter sur ses genoux juste avant qu'elle ne s'évanouisse. Puis de se réveiller finalement à l'hôpital.
Bien que ces détails auraient dû suffire à montrer qu'elle n'avait clairement pas le contrôle de ses facultés, le bureau du shérif et les procureurs l'avaient vue de manière bien différente. Alors que Matt a nié avec véhémence tout acte répréhensible, l'auteur de l'agression de Paige a plaidé coupable face à toutes les accusations portées contre lui. Dans une tournure surprenante des événements, il avait admis que non seulement elle lui avait dit non à plusieurs reprises, mais aussi qu'il était évident qu'elle était en état d'ébriété. Son plaidoyer a été accepté et il a reçu l'ordre de purger une peine dans un établissement pour mineurs. Pendant ce temps, la vie devait continuer et dans l'espoir de retrouver un semblant de vie normale, Daisy est retournée au lycée pendant que l'enquête se déroulait. Malheureusement, la pauvre adolescente n'a trouvé aucun soutien auprès des autres élèves, bien au contraire, au lieu de ça, elle avait fait face à l'hostilité et à l'intimidation partout où elle se trouvait. Plutôt que de remettre en question l'histoire d'un athlète vedette dont le nom de famille était irréprochable, il semblait que la majorité des lycéens avaient choisi de se rassembler autour de lui, tout en jetant sa victime présumée en pâture. Daisy a été qualifiée de salope et de menteuse par d'anciens amis et d'autres lycéens qui l'harcelaient pour avoir dénoncé celui qui avait volé une partie d'elle. Son frère Charlie, qui avait coupé les liens avec Matt et les autres garçons dès que leur identité a été révélée, a fait de son mieux pour la protéger de l'harcèlement des autres élèves. Mais la pauvre Daisy subissait au quotidien des insultes, des regards foudroyants et la solitude. Au fur et à mesure que le temps passait, usée par le harcèlement constant, la pom-pom girl, autrefois extravertie et populaire, s'est refermée sur elle, devenant une adolescente triste et introvertie, fuie comme la peste par les autres élèves. Pour aggraver encore plus cette affaire, l'homme qui était censé être un agent impartial de la loi, le shérif Darren White, avait fait savoir que son empathie et son soutien étaient tournés vers l'accusé. Dans une interview menée en 2016, il avait déploré le fait que les garçons avaient été persécutés alors qu'ils voulaient simplement mettre l'incident derrière eux et passer à autre chose, tandis que les filles ne voulaient pas laisser tomber l'affaire. Lorsqu'il lui a été demandé si le scénario qu'il a décrit avait peut-être quelque chose à voir avec le fait que les garçons étaient ceux qui étaient accusés de viol et que les filles étaient les victimes, il avait ri de l'idée. Il avait également été d'avis que les filles avaient tendance à faire des choses pour attirer l'attention, plutôt que de considérer la possibilité que son évaluation de la situation soit erronée. Le shérif a plutôt avancé l'idée que les filles n'étaient rien de plus que des adolescentes en recherche d'attention. Malgré les preuves du contraire, il a soutenu qu'il ne catégoriserait pas ce qui se serait passé dans le sous-sol de Matt comme un viol. Le fait incontesté que Daisy était une enfant de 14 ans qui avait consommé énormément d'alcool, qu'elle ne pouvait pas marcher ou mettre en place une phrase cohérente, et encore moins consentir à une relation sexuelle, n'avait aucun poids dans son discours. À une autre occasion, le shérif a déclaré aux journalistes que les victimes présumées et leurs familles avaient refusé de coopérer avec les autorités, ce qui leur a rendu presque impossible de mener une enquête approfondie. Ce qui est encore une fois bien loin de la réalité, étant donné que les deux familles des victimes l'avaient poussé à faire son travail dès le début. Apparemment incapable de se rendre compte qu'il était complètement à côté de la plaque, le shérif White avait suggéré que Melinda Coleman, donc la mère de Daisy, aimait jouer le rôle de pauvre petite victime. Ce commentaire avait été particulièrement violent et mal reçu par une partie du public qui s'était rangé du côté des victimes, étant donné que Melinda avait simplement fait ce que ferait tout parent qui croyait que son enfant avait été agressé, à savoir exiger que l'auteur soit traduit en justice. En tant que mère veuve dont le mari avait été tué dans un accident de voiture en 2009, Melinda avait toujours mis le bien-être de ses enfants au-dessus de tout le reste. Après des mois à se faire dire que ce n'était qu'une question de temps avant qu'une date d'audience ne soit fixée, nouveau coup de massue pour la famille Coleman quand elle a appris en 2013 que les accusations portées contre Matt et Jordan avaient finalement été rejetées. Les autorités ont souligné un aveu que Daisy avait fait dans sa déclaration initiale aux enquêteurs comme un élément clé de leur décision de ne pas aller de l'avant avec cette affaire. Malheureusement, après de longues heures d'interrogatoire intensives et épuisantes, lorsque les officiers lui avaient demandé s'il y avait une chance qu'elle ait dit aux garçons qu'elle échangerait des faveurs sexuelles en échange d'alcool, Daisy avait répondu qu'elle avait deviné que c'était possible. Les partisans de Daisy n'ont pas pu s'empêcher de se demander si le fait que le grand-père de Matt, Rex Barnett, était un ancien agent d'application de la loi et représentant de l'État n'avait pas, à tout hasard, influencé la décision d'abandonner l'affaire. Avec tout l'espoir de faire face à son présumé violeur au tribunal maintenant à terre,
Daisy est devenue de plus en plus déprimée. Devant toujours faire face à l'harcèlement des autres lycéens, à la fois au lycée et sur les réseaux sociaux, elle a finalement atteint son point de rupture. Incapable de faire face à ce déferlement de haine, la pauvre adolescente avait tenté de se suicider à 4 reprises. Sa famille était devenue tellement préoccupée par son état mental qu'ils ont retiré plusieurs portes de la maison afin de pouvoir la surveiller en tout temps. Puis, encore un coup dur pour la famille qui a littéralement vécu l'horreur depuis cette affaire. Une nuit, alors que la famille était absente, leur maison a été incendiée. Bien que personne n'ait été blessé dans l'incident, il était hors de question pour eux de prendre le risque qu'un drame finisse par leur arriver. Conscients qu'ils n'étaient plus les bienvenus ni en sécurité à Maryville, ils ont déménagé dans une communauté voisine où les résidents étaient un peu plus accueillants. Bien que la majeure partie de la ville se tenait derrière Matt, il y avait quand même quelques résistants qui croyaient que le système avait laissé tomber Daisy. C'est alors que des éditoriaux critiques se sont pris en charge de l'affaire sur le domaine public, parlant de la façon dont l'enquête avait été traitée, mettant alors plus d'une personne au courant de cette odieuse affaire, dont l'influent groupe Anonymous a décidé de se mêler également à cette affaire. Lorsque ce groupe a exigé la justice pour Daisy, il n'a pas fallu longtemps pour que les autorités du Missouri décident finalement d'intervenir. S'inclinant à la pression, les responsables de Maryville ont annoncé peu de temps après qu'un nouveau procureur ouvrirait l'enquête. Bien que les espoirs de chacun aient été renforcés par ce nouveau développement, il n'a finalement abouti à rien. Après l'examen des preuves, aucune des accusations de crime n'a été rétablie. Au lieu d'être tenu responsable du viol, Matthew Barnett a plaidé coupable au délit de mise en danger d'enfants au 2e degré pour avoir laissé Daisy dans la neige dans les heures qui ont suivi l'agression présumée. En guise de punition, il a reçu une peine de 4 mois de prison avec sursis, une peine honteuse à la hauteur de cette enquête faite par des policiers qui sont tout autant honteux que la peine encourue. Matt a également été placé en probation de 2 ans au cours desquels il a dû s'abstenir de boire de l'alcool, effectuer un service communautaire, subir des tests de dépistage aléatoires de drogue et payer à la famille Coleman la somme de 1 800 $ en restitution. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Daisy, une artiste et athlète douée, a reçu une bourse d'études au Missouri Valley College. En 2018, avec l'intention de recommencer la vie dans un endroit éloigné des horreurs vécues à Maryville, elle avait déménagé dans le Colorado où elle a trouvé un emploi en tant que tatoueuse. Malgré le trouble de stress post-traumatique avec lequel elle vivait des suites de toute cette affaire, elle avait espoir d'avoir un meilleur avenir. Malheureusement, le destin avait d'autres plans pour cette dernière. En juin 2018, la tragédie a de nouveau frappé la famille lorsque Melinda Coleman et son fils Tristan ont été impliqués dans un accident de voiture alors qu'ils aidaient Daisy à déménager. Bien que Melinda ait subi de graves blessures, malheureusement, le petit frère de Daisy, Tristan, âgé de 19 ans seulement, a été tué durant l'impact. La même année, Daisy et Charlie, son frère aîné, ont cofondé Safe Bay, qui signifie Safe Before Anyone Else. Cette association proactive s'efforce de fournir aux adolescents et adolescentes les outils dont ils ont besoin pour repérer les comportements de prédateurs parmi leurs pairs et agir en conséquence. Dans son rôle de défenseuse des droits des victimes, Daisy a commencé à partager publiquement son histoire dans l'espoir d'aider les adolescentes qui pourraient se retrouver dans des situations similaires. Bien qu'elle ait souvent été mise en mauvaise posture par ses détracteurs pour son franc-parler, elle voulait faire passer le mot à quiconque était prêt à écouter qu'il n'y avait pas de honte à dénoncer ses comportements. Même si la vie semblait aller mieux pour Daisy, qui avait un métier, une association, des buts ainsi qu'un entourage proche, qu'elle travaillait sans relâche au nom des autres, les démons du passé ne sont jamais partis bien loin de cette dernière. C'est vers 16h, le 4 août 2020, que Melinda a contacté les autorités de Denver et leur a demandé d'effectuer un contrôle de bien-être sur sa fille, qu'elle craignait d'être dans une crise suicidaire. Lorsque les forces de l'ordre se sont rendus à l'appartement de Daisy, ils n'ont vu aucun signe qu'elle risquait de se faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un d'autre. Malgré ça, un agent de prévention de crise suicidaire avait passé une bonne heure avec elle pour discuter et s'assurer qu'elle ne ferait aucune bêtise. Après avoir déterminé que tout allait bien, les agents sont partis pensant que tout irait pour le mieux. Mais peu de temps après leur départ, Daisy Coleman a mis une arme à feu sur sa tête et a appuyé sur la gâchette. C'est la même journée, à 20h30, que la jeune femme, âgée de 22 ans, a été déclarée morte. Fait d'autant plus troublant qu'a suivi ce terrible drame,
une amie de Daisy s'était présentée après sa mort pour dire que la jeune femme, qui souffrait depuis longtemps à cause de son adolescence brisée, avait été la cible dernièrement d'un harceleur. Apparemment, c'était un homme qui était connu de Daisy et qui l'avait traqué dans les semaines qui ont précédé son suicide. La source a ajouté qu'une plainte avait été déposée auprès des autorités locales qui ont refusé de confirmer ou de nier les allégations. Si jamais cette piste a été suivie, les résultats n'ont cependant pas été rendus publics. Lorsqu'il a été informé du décès de Daisy, l'ancien shérif de Maryville, Darren White, qui se présentait à nouveau pour ces élections après avoir perdu sa candidature à la réélection en 2016, avait initialement offert ses sympathies. Cependant, à l'approche du jour du vote, il avait publiquement posé la possibilité qu'elle ait choisi ce moment pour se suicider, en sachant que cela ramènerait son cas au premier plan, réduisant ainsi ses chances de gagner. Cet homme était vraiment une ordure. Ayant révélé une fois de plus sa vraie nature à ses électeurs, son adversaire a gagné les élections dans un revirement de situation puisqu'à la base, c'était Darren qui aurait dû gagner ces dernières. 4 mois plus tard, Melinda Coleman, âgée de 58 ans, a publié plusieurs souvenirs de sa fille sur les réseaux sociaux avant de saisir une arme à feu et de mettre fin à sa propre vie. Son fils Logan, qui était dans la résidence à l'époque, a eu le malheur de trouver son corps. Avant sa mort, elle avait exprimé sa conviction que Daisy n'avait jamais réussi à surmonter l'agression sexuelle, ni même l'harcèlement dont elle a été victime après ça. Depuis, Charlie, le grand frère de Daisy, continue de se battre avec l'association, de donner tout ce qu'il peut et le meilleur de lui-même pour aider au maximum d'autres adolescents qui pourraient éventuellement un jour se retrouver dans la même situation que sa sœur. Et je n'ose imaginer la souffrance dont les 2 derniers frères de Daisy doivent être encore à l'heure actuelle. Ils ont perdu un père en 2009 qui a été tué dans un accident de voiture, ils ont perdu un frère, décédé lui aussi dans un accident de voiture, leur sœur qui a été agressée, harcelée, qui a vécu un enfer pendant plusieurs années avant de mettre fin à ses jours, puis ont perdu leur mère à peine 4 mois plus tard, qui elle aussi a mis fin à ses jours, et je n'imagine pas vraiment la peine et les traumatismes qu'ils doivent avoir encore aujourd'hui. J'espère en tout cas que pour eux, à présent, ils ont réussi malgré tout à aller de l'avant, à faire en sorte d'avancer dans la vie malgré tout ce qu'ils ont pu vivre, et surtout que si un jour ce genre d'affaires se reproduit, que les policiers cette fois-ci feront leur travail convenablement, sans répandre autant de honte autour d'eux, parce qu'ils n'ont pas cru la parole de victimes. Notre histoire prend place aux États-Unis, dans l'État du Nevada et plus précisément à West Wendover. Cette affaire revient sur la vie de Michaela Rae Costanzo qui était également surnommée Mickey. Je pense d'ailleurs qu'on disait plus Mickey. Michaela était la plus petite d'une famille de 3 filles. Donc elle avait 3 sœurs et elle vivait avec sa mère et une de ses sœurs. Pour vous parler un petit peu de l'endroit où elle vivait, West Wendover, d'après ce que j'ai lu, était une ville qui était assez prisée. Il y a beaucoup de touristes qui y passaient, notamment sur la route qui relie Reno à Salt Lake City dans l'Utah. Et c'était vraiment un endroit assez agréable où beaucoup de personnes avaient pour habitude de s'arrêter et d'aller explorer aux alentours. Pour vous parler de Michaela un petit peu plus en détail, j'ai vu qu'elle était née en 1994, le 3 mai pour être exact. Elle a étudié à l'école secondaire de West Wendover, elle était membre de son équipe, enfin de l'équipe de baseball de son école, et j'ai vu aussi qu'elle était assez coquette, qu'elle aimait bien participer aux danses d'école, etc. Michaela était une jeune fille qui était très studieuse, mais elle était aussi beaucoup populaire, il y a beaucoup de personnes dans l'école qui l'adoraient. En parallèle, au niveau des passions un petit peu plus personnelles, j'ai vu qu'elle aimait écrire, que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de pensées positives et d'ailleurs sa mère a dit qu'elle était étonnée de voir que depuis très jeune, Michaela voyait surtout le bon côté des choses. Parlons un petit peu de sa famille d'ailleurs, elle avait une relation très étroite, très intimiste avec sa sœur, la sœur qui est donc au milieu de cette sororité, mais aussi avec sa mère.
D'ailleurs, j'ai vu qu'elle partageait absolument tout son quotidien avec sa maman en lui envoyant régulièrement des messages dans la journée. Pour faire simple et vous ramener cette présentation en une phrase, Michaela était une jeune fille brillante, passionnée, qui adorait les autres et qui adorait voir le bon côté chez les personnes, et sa maman était très proche d'elle. Elle se donnait des nouvelles tout le temps. Alors imaginez le jour où Michaela a cessé de répondre. Il faut savoir que lorsqu'elle revenait de l'école, Michaela était toujours accompagnée de sa sœur. Leur école était non loin de la maison, mais la journée du 3 mars 2011, la sœur de Michaela n'était pas en ville, donc elle a dû rentrer toute seule chez elle. Je répète, sa maison était non loin de l'école, donc la probabilité pour qu'elle disparaisse sur ce chemin était très faible. Cependant, la maman de Michaela a remarqué un problème. Elle a commencé à s'inquiéter parce qu'elle ne recevait plus de SMS update de sa fille au cours de la journée, alors que normalement, juste en sortant de l'école, même si la maman était au travail, Michaela lui envoyait un message en lui disant « Coucou maman, je suis bien rentrée ». Elle s'envoyait des messages très régulièrement pour partager juste la journée finalement, elles étaient très proches. La maman était donc inquiète et elle décide d'appeler directement le téléphone de Michaela. Peut-être que tout simplement elle n'avait pas pensé à lui envoyer de message aujourd'hui, même si je trouve ça étrange. Donc la maman appelle et Michaela ne répond pas. Assez inquiète, elle arrête sa journée de travail et elle rentre à la maison pour voir si sa fille était rentrée. Peut-être qu'elle n'avait plus de batterie ou je ne sais pas, mais moi je me dis que si elle était inquiète à ce point, c'est qu'elle sentait quelque chose. Elle arrive à la maison et elle tombe sur sa sœur. Je vous ai dit, elle vivait à 3 pour le coup. Il y avait la maman, une des sœurs et Michaela. Et normalement, quand Michaela était franchement introuvable, la sœur savait où elle était. Mais cette fois-ci, elle ne savait rien. Cela ne présageait rien de bon. La maman décide donc d'appeler certains amis de Michaela, mais aussi des amis de sa sœur. Ils n'ont eu aucune nouvelle supplémentaire, absolument rien, et ça devenait vraiment inquiétant. Le soir commençait à arriver, la nuit commençait à tomber, et nous n'avions toujours pas de nouvelles. Alors la maman de Michaela a déposé un rapport pour personnes disparues. Avant que l'enquête officielle commence, il y avait beaucoup de personnes qui étaient parties à la recherche de Michaela, les voisins, les amis et les amis de la famille. Tout le monde essayait de chercher, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Quelque chose qui était assez rassurant également, c'est que la police a pris très rapidement cette affaire au sérieux et ils ont enquêté sur le champ. Au niveau des informations que nous avions, je cite, Michaela a été vue pour la dernière fois vers 17 h. Elle quittait la porte arrière de son école. On a pu voir ça sur des caméras de surveillance. Si je les ai retrouvées, je vous laisse regarder. Les détectives ont décidé de fouiner un petit peu plus en détail et ils ont commencé par les dossiers téléphoniques et les rapports d'appels et de messages textes qui avaient été envoyés et reçus par Michaela. Et au moment de sa disparition, on a un numéro qui a apparu plus que les autres. Ce numéro appartenait à un autre étudiant nommé Cody Pattern et le détective a décidé de l'interroger. Cody Pattern a dit, je cite, qu'il avait vu Michaela pour la dernière fois avec son petit ami devant l'école. Les détectives sont donc allés interroger le petit ami de Michaela et il a dit que Michaela semblait aller très bien ce jour-là. Cependant, les policiers en fait, ils avaient déjà des doutes sur la version de Cody. Il y avait pas mal de choses qui ne collaient pas et surtout le comportement de ce garçon était assez étrange. Donc en refouillant un petit peu les rapports téléphoniques et en comparant ce numéro, celui de Cody, avec les fichiers qu'ils avaient, ils se sont rendus compte que les appels et les messages qui avaient été envoyés par Cody sur le téléphone de Michaela s'étaient stoppés net après sa disparition. Comme si Cody savait que ça ne servait plus à rien de lui envoyer des messages. En parallèle de cette enquête officielle, nous avions toujours les bénévoles qui recherchaient absolument partout, notamment dans toute la région et dans les déserts qui bordent cette région. Et 2 jours après la disparition, un passant, en fait, un des chercheurs, a remarqué des traces de pneus assez inhabituelles sur le gravier du désert. On avait une zone assez étrange où on voyait sur le sol de la terre un petit peu retournée avec des amas de gravier. C'était vraiment bizarre. On dirait que quelqu'un venait de venir ici et de trifouiller dans le sol. Plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'il y a du sang aussi.
La police a été évidemment prévenue et ils ont décidé de déterrer tout ce site afin de retrouver quelque chose sous terre. Et ils tombent sur le corps de Michaela, qui est facilement identifiable vu que ça ne fait que 48 heures, qui était en fait mise dans un trou très peu profond. D'après les rapports d'autopsie et d'après ce qu'on a pu constater, Michaela aurait été mortellement battue et poignardée. Sa gorge a également été coupée et autour de son bras, on avait une cravate en plastique. Apparemment, Michaela aurait été traînée ici contre son gré. Avec toutes ces informations, les détectives ont assez rapidement conclu que ce crime était d'ordre personnel. Mais qui aurait bien pu lui vouloir autant de mal ? Parlons un petit peu de Cody Pattern. Il avait 18 ans au moment des faits et Michaela et lui-même étaient des amis d'enfance. Ça faisait des années qu'ils se connaissaient et qu'ils se fréquentaient. Ils vivaient dans le même complexe d'appartements, mais malheureusement, en grandissant, ils se sont un petit peu perdus de vue, tout en restant amis. Cody, lui, s'est mis à sortir avec une autre fille, une fille qui s'appelle Tony Fratto et qui avait 19 ans au moment des faits. Cody et Tony avaient une relation très sérieuse. Ils envisageaient même de se fiancer et Cody venait d'emménager chez la famille de Tony. Donc on était vraiment sur une relation saine, j'ai envie de dire, ou du moins avec des bases solides. Parce que pour ce qui est relation saine, on y arrive. Pour vous parler un petit peu de Tony, c'était une fille qui n'avait pas vraiment confiance en elle. Elle voyait chez les autres un danger. Donc imaginez comment est-ce qu'elle voyait Michaela. Elle ne l'aimait pas beaucoup en fait. Elle avait peur que Michaela s'immisce dans sa relation avec Cody, mais finalement ce n'est pas quelque chose qui allait arriver. Michaela avait son propre petit ami et elle était amie d'enfance avec Cody depuis des années. Mais Tony, elle, craignait vraiment de perdre Cody parce qu'elle avait peur qu'il se rapproche de Michaela. On est donc sur une jalousie dans cette relation, ça arrive mais il faut faire attention. J'ai pu lire via plusieurs articles que Tony a vraiment toujours été inquiète de la présence de Michaela. Et lui, il s'en amusait beaucoup. En fait, il utilisait souvent le prénom Michaela ou même le fait qu'il allait la voir ou qu'il lui envoyait des messages pour rendre jalouse Tony. Quelque chose qui est absolument horrible, ce n'est pas ok de faire ça, surtout quand ta petite amie, donc Tony, n'a déjà pas vraiment confiance en elle. Je pense qu'il était assez... qu'il avait une petite emprise quand même sur Tony et qu'il aimait bien la manipuler. Même Michaela, en fait, ça la dérangeait parce que c'est pas quelque chose qu'elle voulait. Elle savait que Tony avait déjà du mal avec elle et elle savait aussi que Cody utilisait leur amitié pour la rendre jalouse. Elle en avait parlé à sa sœur, c'était pas quelque chose avec laquelle elle était d'accord. On rappelle qu'au cours de l'interrogatoire initial, Cody avait dit qu'il avait vu Michaela avec son petit ami devant l'école. Les détectives ont fouillé les caméras de surveillance et c'était un mensonge. Ils n'ont pas vu Michaela avec son petit ami, ils ont vu Michaela sortir du vestiaire des filles du collège avec Cody Pattern. Pourquoi aurait-il menti? Est-il lié à ce crime? Cody est devenu une personne d'intérêt parce que son mensonge, malheureusement, il en disait beaucoup. La police l'a donc emmené pour un interrogatoire et les détectives ont raconté tout ce qu'ils savaient à Cody. Il n'a rien dit, il a dit qu'il voulait la permission de son père avant de parler. Donc on a mis Cody et son père dans une petite salle, ils ont discuté quelques minutes et lorsque Cody est ressorti, il a avoué le crime. Je cite, il a dit à la police que Michaela et lui ont conduit dans le désert après l'école. Michaela lui aurait dit de mettre fin à sa relation avec Tony pour sortir avec elle. Cody aurait refusé, Michaela se serait énervée. Ils auraient eu une dispute, seraient sortis du véhicule et la dispute aurait continué dehors. Michaela lui aurait donné des coups de poing dans la poitrine et Cody aurait commencé à avoir peur. Il l'aurait repoussée assez fortement et elle serait tombée, se brisant la tête sur une pierre. Cody a dit qu'elle était allongée sur le sol, qu'elle était inconsciente en train de regarder le ciel, il voyait ses yeux qui étaient en train de tourner et elle aurait fait une crise. Pris de panique, il aurait donc vérifié son pouls et ne l'aurait pas senti. Il serait resté assis là, se demandant qu'est-ce qu'il va faire, il a peur, est-ce qu'il doit appeler la police, est-ce qu'il vient réellement de tuer Michaela? Je rappelle qu'on est quand même sur la version de Cody ici. Il dit qu'ensuite il aurait pris une pelle et qu'il aurait creusé une tombe. Il aurait tapé la tête de Michaela avec cette pelle pour l'assommer et lorsqu'il l'aurait mis dans le trou, il se serait rendu compte qu'elle était toujours consciente et là, il lui aurait coupé la gorge. Il l'aurait ensuite enterrée et aurait brûlé toutes ses affaires. Une fois que Cody Pattern a dit tout ça au détective, vous vous en doutez, il a été arrêté et accusé du meurtre de Michaela. Mais moi, quand j'ai lu tout ça la première fois, là j'ai écrit le script donc je sais ce qui va suivre, mais quand j'ai lu tout ça la première fois, je me suis dit c'est très étrange. Je pense qu'il y a autre chose et qu'on ne sait pas tout.
En effet, la famille de Michaela n'arrivait pas à croire que Cody puisse lui faire du mal. Je rappelle qu'ils étaient amis d'enfance, qu'ils se confiaient absolument sur tout, qu'ils parlaient régulièrement l'un avec l'autre. Donc à part le comportement qui n'est pas vraiment sain de Cody envers Tony, il n'y avait rien à signaler envers Michaela. La famille de Cody ne croyait pas vraiment à cette histoire non plus, donc ils ont décidé de prendre un avocat pour le représenter et celui-ci s'est directement posé des questions et pareil a rejoint la théorie qu'il y aurait plus à cette histoire. Donc l'avocat a engagé un détective privé pour en apprendre plus. L'enquêteur privé a dit que l'histoire de Cody était incompatible avec le rapport d'autopsie parce que le visage de Michaela, il a été totalement tuméfié, j'ai envie de dire, voire démembré. Et le problème, c'est que ce crime et cet aspect du crime montre énormément de rage envers la victime. Et dans la version de Cody, on n'a pas vraiment de rage, on serait plus sur un accident. En parallèle, nous avions la sœur de Michaela, celle qui était très proche d'elle, qui ne croyait pas non plus à cette histoire. Et elle était en train d'observer Tony. Et bizarrement, quelques temps plus tard, Tony est allé voir l'avocat de Cody au mois d'avril et c'était un moment où les parents de Tony étaient hors de la ville. Donc elle y allait avec le père de Cody. Devant l'avocat, Tony donne une autre version des faits. Elle parle du meurtre de Michaela et elle dit, je vous raconte les détails, le 3 mars 2011, après l'école, j'ai reçu un message de Cody qui me disait « Je l'ai ». Cela signifiait que Cody était avec Michaela et que Tony devait arriver. Les trois se rendent dans le désert et apparemment Michaela et Cody, selon la version de Tony, seraient sortis du véhicule et Tony serait resté à l'intérieur. Tony rejoint un petit peu la version de Cody et dit que Michaela lui aurait mis un coup de poing et qu'en entendant des cris, elle serait allée voir ce qui s'est passé. C'est là que Tony aurait vu Michaela inconsciente sur le sol et Cody en train de creuser. Michaela aurait repris connaissance, donc là on est en train de suivre la version de Cody, et à ce moment-là, le couple l'aurait battue à mort avec la pelle. Il l'aurait ensuite mise dans la tombe et dans la tombe, il lui coupe la gorge. Donc en fait, ça rejoint vraiment la version de Cody, mais on rajoute Tony à l'intérieur. Et là, Tony raconte plus de détails. Elle dit que quand le corps de Michaela était dans le trou, elle a décidé de s'asseoir sur son dos et elle tenait ses jambes. L'avocat de Cody a enregistré toute cette conversation avec la permission de Tony et vu que c'était l'avocat de Cody et non de Tony, il n'avait pas, vous savez, d'affect relation client-avocat et son but était de défendre Cody. Donc il a évidemment donné la version de Tony aux autorités. La police a également arrêté Tony et elle a été accusée du meurtre de Michaela. À partir de là, on a eu vraiment une sorte de gros fouillis par rapport aux versions parce que les parents de Tony, quand ils sont retournés en ville, ils ont dit que Tony avait été forcé de raconter cette histoire par le père de Cody, vu que c'est le père de Cody qui a ramené Tony chez l'avocat. Mais le père de Cody, lui, disait que c'était totalement faux, qu'il n'avait forcé personne à dire quoi que ce soit. Bref, l'enquête avance et Cody et Tony reçoivent 2 accords de plaidoyer. Au début, Cody a accepté. Sauf qu'au fil des minutes et des heures qui passent, il a de raconter une nouvelle version de ce qui s'est passé. Il a dit que le jour de la mort de Michaela, Tony aurait mal parlé à Michaela et que Tony aurait été en colère contre elle. Apparemment, Tony et Michaela voulaient se battre et c'est ce qu'il se serait passé. Mais Cody n'a pas donné plus de détails. Tout ce qu'il essaye de faire ici, selon moi, est de dire qu'il n'est pas le seul responsable et que peut-être Tony avait un rôle majeur dans ce meurtre. Et surtout, l'avocat lui a demandé de ne plus dire un mot de plus et ils sont partis s'isoler tous les deux pour discuter. En revenant de cette discussion, il refuse le plaidoyer et décide d'aller au tribunal. Est-ce que l'avocat lui a fait comprendre qu'il pourrait plus s'en sortir ? Concernant Tony, elle a accepté l'accord et elle a plaidé coupable du meurtre au 2e degré. Et donc, elle a dû témoigner contre son petit ami, Cody Pattern. Son témoignage différait de la version initiale de Cody, comme vous l'avez compris. Tony disait que Cody n'aimait pas Michaela, qu'il était en colère contre elle, que le jour où elle a été tuée, Tony aurait reçu un message de Cody lui disant « Je l'ai attrapé », comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Seulement, il serait venu chercher Tony avec Michaela dans une voiture de location et Tony aurait vu Michaela totalement apeurée sur le siège arrière. Cody les aurait emmenés dans le désert tout en écrivant à Tony dans la voiture « Nous devons la tuer ». Cody aurait ordonné à Tony de monter la garde, Michaela aurait repris connaissance et Cody aurait demandé à Tony de frapper Michaela. Au début, elle a refusé, selon sa version, et Cody l'aurait quand même frappé avec une pelle.
et Tony aurait pris peur et elle aurait donc suivi en rajoutant des coups. Finalement, ce serait Cody qui aurait tranché la gorge de Michaela. Avec cette version, on apprend une nouvelle facette de la personnalité de Cody qui expliquerait qu'il serait un petit peu manipulateur, qui voudrait avoir la main sur quelque chose et que ça aurait pu être une personne abusive et contrôlante. Pourquoi est-ce que Tony ne dit ça que maintenant? Je ne sais pas vraiment. Mais je pense qu'elle n'a plus rien à perdre étant donné qu'elle a accepté son chef de culpabilité et que là elle devait juste témoigner contre Cody. Et si elle voulait vraiment le défendre, arrondir les angles ou je ne sais pas, elle n'aurait pas donné cette version qui pour moi complète la version initiale. Je pense sincèrement que Tony était mêlé à tout ça, mais je pense aussi que Cody aurait pu tirer les ficelles. Les parents de Tony ont également affirmé pendant le procès que Cody aurait déjà été abusif envers elle à l'école, rejoignant donc sa version. Le problème, c'est qu'on a eu le journal intime de Tony qui a été rajouté au tribunal comme preuve, notamment par l'avocat de Cody, pour justement appuyer que non, il n'aurait pas tiré les ficelles. Dans ce journal, on se rend compte que Tony écrivait beaucoup par rapport à ses insécurités face à Michaela, mais surtout elle l'insultait beaucoup de fois dans son journal. Elle était très en colère, pleine de rage. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début concernant son visage, le visage de Michaela. Apparemment, il aurait été frappé avec colère. Donc peut-être que lors du procès, Tony essayait de remettre cette colère sur Cody pour que les jurys pensent que Cody était à la tête de ce crime. Moi j'ai envie de dire que quoi qu'il en soit, les deux sont mêlés. Mais surtout, nous avons eu la famille de Michaela qui a terminé par dire que bien que ce soit dans le journal, Tony a également insulté et menacé verbalement Michaela pendant des mois. Bien que vous l'ayez compris, il y a plusieurs versions à ce crime. On a la version 1 de Cody, on a la version 2 de Cody et on a la version de Tony qui a été rajoutée au procès. J'ai envie de vous dire que le fil conducteur de ce crime reste le même. Michaela a été attrapée, emmenée dans le désert et tuée par ce couple. Qui a tiré les ficelles, qui a manigancé ce plan, malheureusement, nous ne pourrons pas le savoir. Parce qu'en effet, il se peut que Tony ait demandé à Cody de mettre en place tout ce plan pour tuer Michaela, étant donné qu'elle se sentait en insécurité face à Michaela et surtout qu'elle montre beaucoup de rage envers elle. Mais d'un autre côté, nous avons aussi Cody qui, au fil de l'histoire, a été décrit comme une personne abusive, manipulatrice, qui voulait le contrôle sur les autres. Donc bien qu'il soit ami d'enfance avec Michaela, s'il voulait lui faire du mal, il l'aurait fait. Pour terminer, Tony a été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 18 ans, certainement car elle a accepté l'accord de plaidoyer. Cody, quant à lui, a aussi accepté de plaider coupable afin d'éviter la peine de mort. Mais le concernant, il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il y a encore un détail qui choque un petit peu, notamment la sœur de Michaela, c'est que selon elle, elle savait qu'elle ne devait pas être seule avec Cody et Tony et elle n'aurait jamais accepté de les suivre. Peut-être que ça rejoint donc le tout début de l'histoire où je vous disais que Michaela aurait été traînée dans le désert contre son gré, notamment par rapport à la cravate qui a été retrouvée à son poignet. Cependant, et malheureusement, même aujourd'hui, personne ne sait quelle version est la vraie. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà tout le monde pour l'histoire de Michaela Constanzo. Je sais qu'elle a été énormément médiatisée au moment où elle est sortie, mais je ne l'avais jamais vue jusqu'à il y a quelques jours et j'avais très envie de vous apporter mon œil dessus. Si vous avez déjà vu cette histoire et que vous avez des théories, je serais curieux de les lire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter et partager pour nous aider à développer la chaîne. En ce qui me concerne, je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique et je vous souhaite un très bon début de semaine.